Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. En ces temps de forte chaleur, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, on voulait vous faire un dernier épisode sur la préparation de la draft 2026. On va vous présenter tout ça, mais c'est donc l'heure de la draft des comptes NBA. Chaque année, on propose aux comptes FR de faire leur propre draft et puis on essaye de vous faire du contenu autour. Généralement, ça conduit à une publication sur le site avec un article, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous en faire également un podcast pour faire un dernier tour de piste et faire quelques derniers focus sur des joueurs qui nous intéressent. Et pour nous accompagner sur justement cette draft des comptes, on a un expert qui nous commente chacun des picks des franchises NBA, enfin tout du moins des comptes des franchises NBA, c'est Flo. Salut Flo, comment ça va? Super, tu l'as dit, temps de chaleur extrême, donc on est calfeutrés, dans les moindres pièces à peu près fraîches qu'on arrive à trouver. Mais, on est chaud pour la draft qui arrive donc, franchement, c'est une des périodes, un peu calmes mais, on va dire préférées de plein de gens qui suivent le basket donc, en vrai, c'est super cool. Vous voyez là, c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. C'est-à-dire que moi, je me suis mis à l'aise, je me suis mis en débardeur parce qu'il fait une chaleur de dingue, j'en peux plus. Flo, il s'est dit: «Il faut quand même que je conserve un petit peu de style» et donc il a gardé Ouais, clairement. la petite veste Adidas. Je sais pas comment tu fais, enfin je sais pas combien il fait chez toi, mais moi si je fais ça, je meurs, hein. Je te le dis tout de suite. Ça va, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Je suis incapable. Flo, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui tu es? Donc c'est Flotix, hein, sur Twitter, anciennement, Café Crème, mais peut-être ça peut être bien pour nos auditeurs, vu que c'est la première fois que tu viens dans le podcast, de te présenter un petit peu. Ouais, carrément. Donc, Florian, Flotix, du coup sur Twitter, ça doit faire, plusieurs années maintenant que je fais pas mal de contenu sur le basket, bon NBA également, pleine balle, pas mal sur le scouting et la draft et donc, je suis anciennement passé par l'analyste, de monsieur Benjamin Boubèche et qu'on salue et également, par, Café Crème Sport les dernières années et donc, en ce moment là, je travaille quand même pas mal à droite à gauche et je publie, quand j'arrive à trouver du temps, ce qui est pas toujours facile, on va dire, sur Twitter, pas mal sur la draft et sur la NBA quand on en a, mais là ça fait quand même, 1 semaine, 10 jours qu'on essaie de faire, des trucs assez régulièrement sur la draft quand même. On vous met le lien vers le compte de Flo, évidemment, en commentaire. Vous pouvez le retrouver. N'hésitez pas à aller suivre. Benjamin Moubèche, d'ailleurs, qu'on devrait retrouver prochainement sur le podcast. Vous verrez ça dans les prochaines semaines. Peut-être, juste avant qu'on commence, Flo, nous, ce qu'on va faire là, du coup, durant le podcast, on va vous présenter un petit peu la draft des comptes et on va faire 5 focus sur 5 joueurs qui intéressent Flo, dont on a parlé ou moins parlé durant les dernières semaines. Vous avez aussi les épisodes qu'on vous avait fait. On vous avait fait une série de 4 épisodes avec les prospects de Matt, les prospects de Paul, les prospects de Jasper, etc. Vous pouvez aller regarder si vous voulez plus d'informations sur d'autres joueurs. Mais peut-être, juste avant qu'on commence, Flo, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette draft? Qu'est-ce que j'en pense? Elle est très cool. Elle est très cool parce que, tu as énormément de on va dire de potentiel en haut de la draft. T'as pas de enfin, par rapport à je suis un peu plus bas sur le très, très haut de la draft et je pense que c'est un avis partagé par beaucoup. Je pense que le grand public, a des retours, ultra positifs sur le haut de la draft, comme étant une draft avec 3 potentiels générationnels et cetera. Je partage pas forcément cet avis parce que malgré le fait que, bon, j'ai un tier 1, mon tier 1 qui est le tier, franchise player. J'ai quand même 3 personnes dedans, qui sont pas les 3 mêmes personnes que le grand public. Mais, je Ok. pense que je suis un peu moins haut sur ces personnes-là, parce que je pense que c'est pas des ce ne sont pas des prospects générationnels comme on peut en voir. C'est marrant parce qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur, si jamais on faisait une draft 2025 et 2026 mélangées, voilà, où est-ce que sont, les prospects de 2026? Tu vois, si jamais on faisait une draft 25-26 mélangée, moi, mes 2 premiers choix, ça reste Cooper Flagg et Dylan Harper. Ok, Donc malgré le ok. fait que la draft 26 est très intéressante, le très, très haut, je suis un peu moins haut dessus. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est très profonde et que tu peux trouver des très bons joueurs de rotation jusqu'à la place 20, 21, 22 et ça, c'est quand même assez rare ou dans certaines drafts, quand tu sors, du top 10 et de la loterie, ça tombe assez vertigeusement. Donc là, c'est intéressant d'avoir autant de profondeur
Et on va dire le troisième petit commentaire, c'est qu'il y a eu énormément de personnes qui sont retournées à la draft. Le NIL Ouais. a quand même beaucoup changé les choses. Donc le NIL, le fait que les prospects soient rémunérés en fonction de leur image dans leur université, fait que bon, ben, un joueur qui est même assuré, on peut prendre l'exemple de Braylon Mullins à UConn, qui était assuré de partir entre la 10e et la 15e place, on va dire, sait qu'il va avoir plus de rémunération en restant à la fac. Donc le fait est que une draft qui aurait pu être profonde jusqu'au pick 30-35, bon, bah, là, elle est un peu moins. C'est un peu le remue-ménage de cette année, on va dire. Mais d'autant que, alors moi j'ai commencé un peu à regarder, mais si j'ai bien compris, ce qui est projeté sur la draft 2027, c'est plutôt une draft de moindre niveau, donc ce qui peut aussi donner envie à Exactement. certains joueurs d'attendre un an de plus, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ce chemin-là parce qu'ils savent que le top 10 est assez, verrouillé, on va dire, cette Mmh. année, alors que la draft 2027 est considérée comme moins forte. Après, il faut prendre ces infos avec des pincettes, hein, parce que, à chaque fois qu'on dit qu'une draft est moins forte, ça se retourne complètement, et c'est pas du tout vrai. Donc, faut quand même, enfin, la dernière fois qu'on a dit qu'une draft était un peu moins forte, c'était la draft de Anthony Edwards, LaMelo Ball et cetera, Tyrese Ouais. Haliburton. Donc, bon, faut quand même prendre ces choses-là avec des pincettes. Mais voilà, il y a un peu un trou générationnel, on va dire, pour grossir le trait en 2027 avant de retrouver une énorme classe en 2028. Donc bon, il faut prendre ces choses-là avec des pincettes, mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de talents qui sont retournés à la fac. Moi, sur ce que j'avais regardé par rapport effectivement à la comparaison 2025-2026, j'avais un joueur que j'aurais pu insérer entre le 1 et 2. J'avais personne devant Cooper Flag, ça c'est sûr, qui pour moi est nettement au-dessus de tous les prospects là qu'on a 2026. Il y a un joueur qui est pas très fiable, qui est dans le top 3 où moi, par moment, je me posais des questions, est-ce que je l'aurais pas quand même mis devant Dylan Harper? Bon, je pense on va parler de lui, parce que je trouve qu'il a un talent vraiment dingue, mais il est très difficile à jauger. Ce qu'on va faire, c'est que on va vous montrer bien évidemment le contenu de la draft des comptes des franchises, mais on s'est dit que avant de commencer, d'avoir d'ailleurs un petit débat sur le top 3, ça pouvait être intéressant, Flo, d'avoir juste toi dans ta mock avec ce top 3. Donc le top 3, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est Dibansa, Peterson et Boozer, qui sont les trois joueurs qui sont généralement mis quand même un cran devant les autres. Bah, juste d'avoir Flo, toi, entre les trois dans ta mock, c'est qui le numéro 1? Entre ces 3-là, Ouais. entre ces Alors sauf 3-là, si t'en as un autre, sauf si t'en as un autre en 1. c'est la spécificité est là, c'est que mon numéro 1 ne fait pas partie du trio Dibanda, Boozer, Oh, ok. Peterson. Ok. On est quelques-uns à surtout en France d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. C'est vrai que c'est enfin en France et en Europe, il y a quand même pas mal de spécialistes draft en Europe, moins aux États-Unis pour, je pense qu'ils sont vraiment beaucoup attachés à leur saison NCAA et Mhm. au fait de, performer en March Madness et cetera. Et c'est pour ça qu'on est pas quand même pas mal en Europe à avoir Michael Brown Jr. de Louisville en numéro 1, chose qui du coup ne se transpose pas jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Mais voilà, entre tous les prospects, c'est Michael Brown, moi, qui est mon numéro 1. Et entre le top 3 établi, Darin Peterson, qui a longtemps été numéro 1, de mon côté, qui a toujours d'ailleurs été numéro 1 parmi les 3 en tout cas. Mais je pense que c'était vers janvier-février quand j'ai vraiment commencé à faire du scouting un peu beaucoup plus poussé sur Michael Brown Jr., où vraiment il est passé numéro 1, on va dire tête et épaule. Alors, on va pas spoiler tout de suite parce qu'on va avoir un focus sur Michael Brown Jr. Donc on va pas rentrer dans le détail de ton avis sur le joueur maintenant, vu qu'on le fera après. Moi, le joueur effectivement que j'avais éventuellement calable entre Cooper Flag et Dylan Harper, c'était effectivement Darren Peterson, qui fait une saison un peu étonnante, mais dont on voit quelques flashs qui sont vraiment impressionnants, même s'il faut toujours être prudent avec les flashs. Bon, du coup, ce qu'on va faire, Flo, c'est qu'on va partir du top 3 que nous ont donné les comptes de franchise, et puis on va discuter tout ça. Juste pour vous préciser la méthode en fait qu'on utilise, c'est Vince d'ailleurs qu'on salue et qu'on remercie qui organise tout ça chez nous. Chaque compte de franchise en fait sélectionne un à un. Je pense que ça prend à peu près un peu plus d'un mois pour avoir les pics parce qu'il faut aller le retour de tout le monde pour réussir à avoir les différents pics. Et donc on va vous montrer ce que ça donne et on a même préparé un petit visuel pour l'occasion. C'est pas toujours le cas donc soyons contents de le faire. Est-ce que tu peux me confirmer, Flo, que tu vois bien le visuel devant toi? Tout à fait, ouais. Tout est bon. Et donc, avec le pick numéro 1, les Washington Wizards s'en vont avec Dibansa. Le pick numéro 2, il est pour Peterson à Utah. On sait qu'à Utah, on va peut-être en parler, mais il y a quand même, il paraît difficile de voir Boozer ne pas aller à Utah parce qu'il y a quand même c'est ça, il y a son père hein, Exactement. dans le front Dans le front office. office et Cameron Boozer descendrait en 3 à Memphis. Flo, qu'est-ce que tu penses de ce top 3?
Bah, je pense que si aujourd'hui on faisait, il y a de plus en plus de bruits qui sortent des insiders, draft et franchise NBA, c'est quand même le top 3 qui est le plus, publicité, on va dire, OK. dans cet ordre-là, tout du moins. Alors oui, c'est vrai qu'il y a la rumeur avec, Carlos Boozer qui est dans le front office justement et d'ailleurs dans le front office côté, scouting, donc qui est chez les Grizzlies. Après bon, chez le Jazz, pardon, Chez les excuse-moi. Jazz, ouais. Ouais, Mmh. donc à quel point est-ce que ça va avoir un impact? Ça, c'est on saura jamais vraiment, hein, jusqu'au jour J, mais c'est la rumeur. En tout cas, malgré le fait que, je crois que c'est, ESPN qui a sorti sa mock actualisée et qui, eux, qui sont censés être les personnes qui ont le plus de bruit de couloir, ont remis Peterson en 1. Donc pour ce que ça vaut, OK. encore une fois. Ouais, OK, et OK, effectivement. Mais c'est vrai que ce qu'on peut se dire, c'est que côté Utah, ils sont quand même un peu blindés sur les postes arrière en jeunes joueurs de talent et c'est plus à l'intérieur qu'ils ont besoin de chercher quelqu'un. Même si, le fait qu'ils aient pris, Jaren Jackson quand même il y a peu, fait que, peut-être que ça rebat un petit peu les cartes. On verra ce qu'il en est. Peterson pendant longtemps a été quand même le top 1 évident de cette draft-là. Pourquoi il est descendu à un moment donné? Bon, on va se le dire, hein, c'est, sa réputation et on va dire son manque de régularité, non pas balle en main, mais simplement du fait de jouer, avec Kansas cette année. Darren Peterson, on va dire que pour les néophytes, ça a toujours été le numéro 1, alors que JD Bonsa est beaucoup plus médiatisé. Donc pour le grand public, il était vraiment, c'était vraiment le plus connu. Mais Darren Peterson, est descendu, on va dire, dans certaines mocks parce qu'il a ce côté, bon, bah, il a pas beaucoup joué, il a eu beaucoup de problèmes de blessures, de problèmes non pas de comportement, mais de friction avec le coaching staff de Kansas, des problèmes de crampes qui, lui a dit que c'était dû à la prise de produits, que son corps en produisait déjà assez, non pas des produits, illégaux, qui étaient de la créatine du coup, mais vraiment pour, la récupération, musculaire on va dire, il a été mal accompagné d'après ses dires, ce qui a entraîné beaucoup de blessures et une incapacité à se rendre sur le terrain. Plus des comportements sur le terrain où, vraiment, on voyait des actions où il demandait lui-même à sortir. Après, enfin, c'était des scènes assez, on va dire assez irréalistes parce que, un mec capable de jouer la première mi-temps, de mettre 23 points en première mi-temps et après avoir mis, un pull-up sur un joueur ultra bien défendu, va se retourner vers son coach et lui demander de sortir. C'est des choses qui tournaient en boucle sur Mmh. ESPN et qui n'ont pas beaucoup plu, on va dire. Après bon, si le mec était blessé et avait du mal à jouer, le pauvre, on va dire. Moi, Mmh. je suis pas dans la petit papier et c'est vrai qu'il faut quand même prendre la parole des scouts, notamment, on va dire, extérieurs à la NBA avec d'immenses pincettes parce que moi, je n'ai pour information que ce que je vois sur le terrain. Son comportement, sa famille et ses blessures, j'en ai aucune idée, quoi. Donc c'est pour ça Et que moi, il a jamais vraiment bougé parce que ça, c'est des infos que je contrôle pas, finalement. et sur le terrain, pour le coup, alors effectivement, on a vu un engagement qui était un peu, inégal, on va dire. Mais sur le terrain, par contre, on a quand même vu un toucher qui est très rare, une capacité de création de tir qui est vraiment géniale, que ça soit, sur du spot up, mais même sur de la création pour lui-même. Moi, je trouve que quand tu vois, j'avais l'impression, hein, quand je le regardais en début de saison, d'avoir un espèce parfois de mix un peu entre, alors Kyrie avec un dribble qui est évidemment moins fort, mais peut-être plus proche de Shai. Enfin, tu vois, un espèce de mélange entre les 2 sur la création de tir que je trouvais vraiment cool et c'est vrai que c'est l'aspect qui donne super envie, quoi, avec Peterson, c'est la création de tir. Peut-être que toi, tu vois d'autres, mais moi, il me semble que c'est surtout ça, quoi. Ce qui est vraiment cool avec Darren Peterson, c'est que quand on l'a vu, en high school, on avait vraiment un porteur de balle, hyper athlétique, hyper électrique, avec un toucher de balle au cercle notamment qui était vraiment, Ouais. vraiment élite. Donc tu savais déjà que tu avais un porteur de balle avec un toucher de balle qui faisait que le scoring allait être assez naturel pour lui. On parle d'un porteur de balle qui est quand même assez grand, donc bah, il fait, on va dire 6'5", ce qui fait un bon 1,97 m on va dire. Mmh. Il a une belle longueur de bras, ce qui te donne déjà de bons, on va dire un bon potentiel défensif. On a vu qu'il était vraiment pas avare également non plus en défense. Donc, il a des bons placements, il comprend bien le jeu, il est long, donc vraiment son potentiel défensif est réel. Je pense pas que ça soit jamais un élite défenseur, surtout qu'il va avoir des responsabilités offensives qui sont certaines. Mais par contre, on a vraiment un shot making qu'on a vu notamment à Kansas Ouais. parce que, à quel point est-ce que c'était dû à, ses problèmes, on va dire, de blessures et de crampes? N'a Il a moins montré ce côté porteur de balle, Mmh. aussi parce que Kansas avait plus d'armes offensives que ce que lui avait au lycée. Mais ce qu'on a vu par contre, c'est la confirmation de son toucher de balle, qui est quand même, mais honnêtement, je pense que de tous les joueurs que j'ai jamais scoutés, je pense que c'est le toucher de balle le plus élite que j'ai pu C'est voir. incroyable. Le toucher de balle Parce qu'il a, que, il est incroyable. Ouais. parce qu'en fait, on voit une capacité de shoot,
en mouvement, on voit une capacité de shoot en pull-up où le mec, peu importe sa position et peu importe on va dire son placement, la défense qu'il a en face de lui, va mettre dedans et son shoot ne change jamais. Peu importe comment son corps est mis, il a un tel gainage et une telle capacité à monter droit et à garder sa mécanique de shoot qui fait qu'on l'a vu mettre des tirs cette année qui est totalement incohérent. Et honnêtement, aujourd'hui, là, il a 58 de true shooting, ce qui n'est pas ce qui va un peu à contradiction par rapport à ce que je suis en train de dire. 58 de true shooting, c'est quand même pas faramineux. Par contre, en fait, quand tu vois la qualité de ses tirs, quand tu vois la difficulté des tirs qu'il a pris, quand tu vois le spacing que Kansas avait réussi à mettre en place, en fait, tu te dis que le mec a une capacité à mettre dedans qui est quand même ultra élite. Il a il a une très bonne finition au cercle, qui fait qu'en fait, tu as un package de scoreurs qui est quand même ultra bien. Tu sais que par le passé, au lycée notamment, il avait la capacité de création et la capacité de passing qui était vraiment cool. Un passeur de 6'6", 6'5", 6'6", bon bah en fait le mec, les passes qu'il va pouvoir faire sont quand même très cool parce qu'il va les voir au-dessus de tout le monde. Bon bah en fait le package global est très très intéressant. Un bon passeur, un joueur de volume, un joueur avec un tir élite et une capacité à mettre la balle dans le cercle. Vraiment, tu arrives à quelque chose qui fait que c'est un numéro 1. Mais sachant qu'en plus, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand tu as une capacité à assumer un gros volume et une bonne création pour soi, sur le passing, le sujet, c'est comment tu arrives à à voir les passes à faire. C'est la différence qu'il peut avoir, par exemple, entre un Shai et un Tyrese Maxey. Tyrese Maxey peut avoir parfois un peu du mal à voir les passes qui sont à faire, là où Shai a développé, alors cette année, c'était même un peu plus que ça, mais a développé finalement dans le temps cette capacité juste à faire les passes, à une passe qui sont évidentes pour contrer les prises à deux. Ouais. Et Peterson a l'air d'être ça. N'hésitez pas à aller regarder dans les podcasts qu'on vous a fait au cours de la saison là, sur le scouting. Vous avez 20 minutes sur Dibansa, 20 minutes sur Peterson, 20 minutes sur Boozer. Peut-être je te pose juste deux dernières questions, mais un peu plus en rapide sur ce top 3. La première, c'est Dibansa, t'en penses quoi en gros? Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que c'est un score crafty, mais pas très méta, et que le vrai sujet, c'est son drive? Est-ce qu'il arrive vraiment à drive à haut volume ou pas? Bah, en fait, JD Bansa, moi j'adore le profil, mais pas autant que les gens veulent bien le vendre, on va dire. En fait, je trouve que JD Bansa, bon, bah, c'est un ailier de 6'9", on va dire, qui est quand même enfin, le gars, il fait 2 mètres, on va dire 2 m 6, 2 m 8, hyper long et évidemment, sa force principale, c'est le drive. À partir du moment où JD Bansa Attends, arrive ça c'est pas rien, ça c'est pas rien, parce qu'au début de saison, on s'est pas dit que sa force principale était le drive. Il y avait beaucoup de questions sur est-ce qu'il peut driver. On voyait bien son horizontalité qui lui permettait de mmh driver vite au cercle, mais sur le dribble, on était un peu en question quand même sur est-ce que le dribble lui permet d'arriver à cet Eurostep du cercle, quoi. et Toi, t'es plutôt confiant là-dessus. bah, oui et non. En fait, c'est un peu toujours le cas. C'est-à-dire que sa force principale, c'est tout le problème du prospect et pourquoi est-ce qu'il est pas numéro 1 tête et épaule Ouais. pour moi, c'est que évidemment que sa force principale, c'est le drive. Il a une capacité à aller au cercle, il a une capacité à finir au cercle parce qu'il est hyper long. Ce qui est hyper impressionnant chez lui, c'est qu'il a une capacité à toucher ses zones. Il est tellement long et il a une capacité à utiliser ses jambes et sa longueur de corps pour Mm. accéder à ces zones proches du cercle qui rappellent beaucoup Giannis Antetokounmpo. Non pas loin de moi de dire que c'est Giannis Antetokounmpo, Ouais. mais il y a quelque chose de très similaire dans le fait que il a une difficulté dans son drive et dans son handle à créer de l'espace pour justement atteindre ce cercle-là. Mais à partir du moment où il arrive lancé ou à partir du moment où il est en capacité d'utiliser son corps, Ouais. là, c'est hyper intéressant parce que tu vas avoir quelqu'un qui accède à ces zones grâce à sa longueur et qui est capable de finir au cercle. Mais tout le problème vient du fait qu'aujourd'hui, il n'a pas le handle pour vraiment répéter ses actions de manière régulière sur toute la capacité d'un match, peu importe le défenseur, et il n'a pas la capacité de le faire tout seul. Aujourd'hui, il a Mm. besoin d'être, on va dire, mis en place, et surtout que BYU, ils n'ont pas joué des grosses facs toute la saison, et que une des principales interrogations qu'on avait sur AJ Dibonsa, c'était bon bah quand il jouait contre des grosses facs, en fait, sa production chutait parce Ok. qu'il avait des défenseurs athlétiques, il avait des défenseurs qui l'attendaient dans la raquette, et là, ça posait problème. Il y a quand même beaucoup de potentiel dans le tir. On a vu qu'il avait un tir à mi-distance qui était quand même assez cool. La mécanique de tir est pas du tout cassée. Évidemment que la distance NBA va lui poser problème, notamment au début. Mais bon, le toucher de balle n'est pas non plus catastrophique pour dire que ça va être un non-shooter. Mm. Loin de moi de dire que ça va être un non-shooter, ça va pas être un shooter élite. Il y a quand même beaucoup de planchers au niveau du scoring pour avoir quelque chose de très intéressant. Mais voilà, la question du handle, la question de la création collective, la question du passing. Il a un passing qui est, on va dire, minimum. Il a un plancher de passing qui est quand même assez cool. Après, de le voir pousser jusqu'à être un créateur à la Jason Tatum ou à la Paul George, pour moi, on en est assez loin pour l'instant. Ok. Ça peut être aujourd'hui le meilleur finisseur de la ligue. Est-ce que ça peut vraiment être un créateur pour être top 10 NBA? J'ai plus de doutes. Sachant que l'autre élément qui est cool avec Dibansa, c'est intéressant aussi d'essayer de regarder l'évolution des joueurs sur 2 ans plutôt que sur une année.
moi, j'ai quand même l'impression qu'il était un peu au-dessus de ce qui était attendu quand même sur sa saison NCAA. On s'attendait à un gros joueur, mais si j'ai bien compris, il fait une saison presque un peu all-time, hein, pour le coup, pour un freshman. Donc c'est intéressant de voir que le joueur a surpassé un peu les attentes, ce qui traduit une progression euh, qui est très ascendante, quoi. Ce qui est peut-être un peu moins le cas, par exemple, de Peterson. En tout cas, la dynamique est plutôt pour lui. C'est Sur un peu Cameron ça. Boozer, oui, excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est un peu ça, c'est que, Ouais, en fait, tous ces doutes qu'on voyait déjà à la coupe du monde du 19 l'année dernière, moi, j'étais très critique pendant sa coupe du monde parce qu'on avait vraiment un driver qui fonçait dans des murs et ouais. on va dire, pour résumer, c'était un peu le cas. Aujourd'hui, il a été capable d'assumer un peu plus de volume et il commence à gommer certaines choses. On est encore loin du prospect parfait, mais on se rapproche de quelque chose qui peut commencer à être intéressant, quoi. Troisième joueur, et je te pose une question, Cameron Boozer, profil hyper contesté. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un profil qui divise autant. Moi, la question que je te pose, c'est est-ce que Cameron Boozer peut sortir du top 3? Heu, Moi, je me pose quand même la question. Je pense que tu peux avoir une franchise qui se retrouve, tu vois, les Grizzlies qui se disent en fait le profil, il nous fait trop peur, on va partir sur un truc plus moderne, tu vois. je pense pas. Moi, j'aurais tendance à le faire sortir du top 3, mais je pense que, malgré, tous les critiques qu'on peut lui donner, le volume statistique qu'il a pu apporter cette année est trop all-time et son plancher est trop haut pour le faire véritablement descendre. Il y a trop à gratter sur ce profil-là. Moi, Hmm. je suis très critique sur la capacité à être une star au niveau NBA parce que je trouve c'est un profil qui est immensément, on va dire, imparfait. Mais de là à le faire sortir du top 3, j'ai beaucoup plus de doutes, en tout cas. Et puis c'est compliqué de se dire qu'une franchise ose ne pas le prendre s'il est encore dispo en 3. Enfin, il faut aussi oser le faire. Dernière question qu'on voulait se poser, Flo, là, sur ce top 5. On a un gros sujet là autour du quatrième, parce que le top 3 est un peu lock. Bon, alors sauf s'il y a une énorme surprise et que Michael Brown se retrouve dans le top 3, mais le top 3 a l'air un peu lock sur la réalité de ce que va être la draft. Là, les Bulls, côté Bulls, notre compte FR a pris Wagler en disant que les Bulls avaient besoin de talent en fait dans cette équipe et de création. Donc il y a Wagler qui est pris en 4. Qu'est-ce que tu penses, toi, à la fois du choix de Wagler en 4 et de ce que devraient faire les Bulls? Ou est-ce que sur un profil pareil de créateur, je comprends que tu préfères aller sur Brown forcément, mais est-ce que le choix de Wagler te semble faire sens? Moi, je dis toujours, de toute façon, on n'est pas au courant. Chacun fait ses boards. Toutes les franchises NBA, déjà, tous nous, les scouts amateurs, on fait nos boards et on fait les grands seigneurs en pensant tout savoir, mais ce qui est faux. Mais en fait, chaque franchise NBA a son propre board et ils sont amoureux de tel ou tel joueur. Et après, quand on arrive à la draft, tout le monde fait un peu les choquer en disant: «Ah, mais ils sont fous, pourquoi ils n'ont pas pris lui? Pourquoi ils n'ont pas pris lui?» Au bout d'un moment, ESPN a beau faire ce qu'ils veulent, si la franchise de Chicago, demain, a Keaton Wagler numéro 2 de son board parce qu'il trouve que c'est le deuxième meilleur joueur de sa classe, mais il faut qu'il le prenne en quatrième, peu importe ce que pense le grand public à un moment donné. Donc oui, si tu écoutes un peu les bruits de couloir, c'est un choix surprenant, mais finalement, avec le nouveau front office et le nouveau coaching staff qui arrive à Chicago, ça pourrait être un choix logique parce que dans un rebuild, le but premier, c'est de trouver son porteur de balle, alpha, lead guard, qui peut t'amener au moins suffisamment de création pour pouvoir développer après ton projet. Et en fait, oui, je suis d'accord avec toi que pour moi, Michael Brown est supérieur. Mais si le front office, il est amoureux de Keaton Wagler, faut foncer, hein. Grand Mais meneur de jeu. t'y crois toi à Wagler en, comme tu disais, porteur de balle, alpha. Moi j'ai pas mal de tout hein, quand même sur Wagler, hein. C'était très cool pendant la saison régulière. J'ai moins aimé sa March Madness. Moi, je l'ai 6e, de mon board. Donc, il est troisième créateur, on va dire, après Peterson et après Brown. Mais, bon, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Il est arrivé dans une équipe d'Illinois qui, il n'était pas du tout censé être le centre du projet et il a un peu pris, on va dire, il a un peu pris la création à bras-le-corps au moment où le meneur titulaire s'était blessé, justement. Il a une capacité à driver à son rythme, il a un footwork qui est quand même élite. On parlait tout à l'heure de toucher de balle. À un moment donné, le toucher de balle, c'est quelque chose, on va dire, c'est l'élément qui s'apprend le moins dans le basket de haut niveau. Son toucher de balle est vraiment cool. Grand porteur de balle à ce point-là, qui a du passing, qui a de la création, qui a du tir. Il y a quand même beaucoup de choses à créer. C'est un late bloomer qui a explosé, on va dire, sur les 2-3 dernières années. Il y a beaucoup de choses à aimer. Je ne sais pas si moi j'irai en quatrième, mais je trouve que c'est un choix qui peut s'avérer payant si Chicago trouve que justement c'est le porteur de balle qu'il leur faut.
Sachant qu'en plus, Chicago a peut-être, son meilleur joueur et ceux qu'ils ont engagé sur le plus de temps, c'est quand même un meneur de jeu avec Josh Giddey. Ce qui peut expliquer le fait, d'aller sur un poste 2 qui alors juste moi pour dire 2 mots, hein, sur pourquoi j'ai moins aimé, je suis un peu inquiet par son physique. Moi, je le trouve très léger et j'ai peur qu'il se fasse énormément cibler en NBA et je suis pas convaincu par, la capacité à créer à haut niveau avec efficacité et donc si vous êtes ciblable en défense, vous devez absolument être un créateur de haut niveau sinon, de pouvoir de très haut niveau. Sinon, c'est compliqué. Bon, Flo, on pourrait passer du temps sur tous les pics. On va pas le faire parce que sinon, ça va faire un truc interminable pour nos auditeurs. Comme on vous l'a dit maintenant, on va plutôt passer dans nos focus. Donc, on va vous dérouler les pics suivants et on se fera des focus. 5 focus en l'occurrence, qui sont les focus de Flo, des joueurs dont il voulait parler. Sur notre deuxième tour, on a, le deuxième tour, pas du tout, sur notre deuxième, le deuxième enchaînement de 5 joueurs, donc c'est pas du tout le deuxième tour. En 6e, les Brooklyn Nets prend Darius Acuff Jr. Grosse surprise en 7 quand même, avec Stirtz qui est pris comme meneur des Kings. Ça ressemble bien aux Kings comme choix d'aller prendre, alors qu'il y a plein de meneurs, un choix étonnant. Un petit mot sur ce joueur de Stirtz, est-ce qui t'a étonné toi aussi? Ah bah, ouais, complètement. Ben Hassard, c'est on va dire, c'est un des meilleurs meneurs du pays au niveau NCAA, mais c'est quand même un meneur donc à Iowa qui avait, c'est un meneur qui in fine est pas du tout parfait, qui a 22 ans, qui a quand même pas mal de, on va dire, de limites sur son profil pour être créateur principal au niveau supérieur. Moi, je suis persuadé que Ben Hassard sera un meneur, qui fera carrière en NBA, au point de le prendre 7e et donc d'en faire ton porteur de balle principal pour ton nouveau projet à Sacramento. J'ai quand même beaucoup plus de doutes. Ce qui pour moi, après comme je l'ai dit, chacun est amoureux de son profil. Par contre, ce qui pour moi est une erreur professionnelle, c'est si Sacramento prend Ben Hassard alors qu'il est attendu autour de la 15e place. Messieurs, si vous êtes amoureux d'un joueur, soyez conscients de sa popularité sur le marché. Faites un trade down, Un allez le trade down, chercher en ouais. 14e et récupérer des assets, etc. C'est ça qui est étonnant finalement. Ce qui est la justification qu'on a par Eaton, c'est de nous dire que pour lui, c'est le meilleur meneur de la draft. C'est le plus au-delà d'être le plus mature, c'est le plus NBA ready et que pour l'instant, à l'instant du pic, c'est le meilleur meneur de la draft et donc ce serait celui avec qui on a le plus de certitude. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave, on va pas se faire de focus sur Stirt. C'était un choix en tout cas étonnant. En 8, Michael Brown Jr. pour aller aux Atlanta Hawks. On a Kingston Flemings d'ailleurs qui a réussi à monter sa hype un peu au fur et à mesure du temps, qui tomberait en 9 et Ellenborg qui tomberait en 10. Bon, vous l'avez compris, on va vous faire un focus sur Michael Brown Jr. Peut-être juste un tout petit mot sur Lendenborg en 10. Il est quand même vachement monté au fur et à mesure du temps. On est sur un ailier fort qui doit avoir 23 ans maintenant, qui est un des joueurs les plus NBA ready de la draft. C'est rare quand même de voir des joueurs de plus de 22 ans dans le top 10. Est-ce que toi, t'es raccord avec ça? Est-ce que ça te parle ou est-ce qu'à l'inverse, t'étais aussi là un peu étonné? Bah, enfin, Yaxel Landeborg, donc bon, bah, ailier fort de Michigan, on va dire. Mais, de toute façon, sa place va être on va dire, entre 10 et 14, on va dire. Donc, je pense que 10, c'est le plus haut qu'il peut faire. Ce qui est tout à fait étonnant, de toute façon, Yaxel Landeborg, c'est un joueur qui va faire une immense carrière NBA. Évidemment qu'il a des limites, on va dire, sur son star potential, mais, c'est un connecteur de très haut niveau, défenseur, capable de défendre à peu près toutes les positions aujourd'hui en NBA, efficace, passing, il a tout pour être un méga joueur NBA. On va dire un 3e, 4e option, on va dire pour grossir le trait, je pense qu'il va y arriver assez facilement. Ce qui est étonnant, c'est que c'est aux Bucks alors qu'on ne sait pas vers où ils vont. Est-ce que si Landeborg arrive à Milwaukee, ça veut dire que Giannis ne part pas? Parce que si Giannis part, tu te retrouves certes avec un très bon joueur de basket, mais qui n'explose pas ton plafond, un joueur qui va te faire gagner trop de matchs dans une optique où tu es là pour tanker également. Donc voilà, il y a un peu cette dichotomie dans le fait de prendre le joueur le plus NBA ready, le joueur qui est capable de te faire gagner suffisamment de matchs sans exploser ton plafond, dans une franchise qui rebuild. C'est un peu la dichotomie du pic qui serait intéressant de voir, quoi. Et juste pour le préciser, alors vous pouvez retrouver tous les détails sur le site des choix des franchises NBA. Pour le coup, Bexefer nous a bien précisé que c'était un choix qui est fait dans la projection où Giannis reste aux Bucks. Très bien. Il fait pas le même choix si Giannis reste pas aux Bucks. Donc c'est plutôt pour venir épauler Giannis et tenter de construire un effectif pour le titre dès l'année prochaine. Et là pour le coup, c'est vrai que ça peut faire sens parce que on est sur un des meilleurs joueurs de la draft Totalement. pour le coup là-dessus. Alors, il a même pas 23, il a 24 ans, Lendenborg. Il est vraiment, c'est vraiment un joueur mature chez mature. Il a fait 5 ans en NCAA à cause du Covid. Donc on est Ok. vraiment un joueur qui a fait 3 facs différentes, qui a fait 5 ans en NCAA. C'est un des joueurs les plus âgés, qui arrive dans l'histoire de la draft. Mais quiconque voudra jouer un peu de contre-attaque et un peu de jeu de relance sera très content d'avoir Lendenborg avec lui. Vous l'avez compris, donc on va se faire notre premier petit focus. Tu vois, j'en étais sûr, Flo, qu'on allait pas tenir le temps, mais c'est bien évidemment ma faute, c'est moi qui dois gérer le temps. On est déjà une demi-heure de podcast, mais c'est pas grave. Ça nous a permis de rebrosser ce top 5.
On va se faire le petit focus sur Michael Brown Junior, qui donc, si on a bien compris Flo, était en réalité ton top 1. Bah écoute, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le profil? Ouais, carrément. Bon, Michael Brown Jr., moi, c'est un meneur de jeu que j'aime depuis des années. À l'époque où il était déjà en overtime elite, quand il avait 16 ans, c'était déjà pour moi un des meilleurs joueurs du championnat. Énorme explosion en plus pendant la coupe du monde U19 où pour moi, il se fait voler le titre de MVP, par, Eddie Bonsa. C'est le meilleur joueur de Team USA l'an dernier, mais de la tête et des épaules, on va dire. Meneur de, on va dire, 1,98 m. Il a une wingspan, donc une envergure de 2,6 m, 2,8 m, donc c'est quand même ça va être très, très intéressant. Évidemment qu'il y a énormément de doutes sur, on va dire surtout sur sa capacité à rester sur le terrain. Il a eu beaucoup de blessures cette année à Louisville, ce qui fait il a joué, peut-être un tiers de la saison. C'est pour ça que je pense que les Américains n'en sont pas fans, on va dire, parce que pour eux, la NCAA est très, très importante. Comme tu l'as mis, physique fragile. Il faut savoir que ces blessures, c'est des blessures au dos. Et les blessures au dos qui sont souvent dues à la croissance. Il y a 2 ans, Michael Brown Jr. ne dépassait pas on va dire le 6 pieds. Aujourd'hui, il a grandi, on va dire, de quasiment 20 centimètres sur les 3 dernières années, on va dire. Donc, évidemment que les blessures sont dues à ça. Mais ça montre surtout qu'en NBA, tu vas avoir un meneur qui va bientôt faire 2 mètres. Et ça, c'est quand même la qualité principale du profil. Le passing, pour moi, c'est le meilleur passeur de la classe. C'est un des meilleurs passeurs comme on en voit, rarement, on va dire. C'est quoi qui te plaît sur le passing? La court vision, la capacité à sortir des passes main droite, main gauche, que ce Ouais. soit des passes à terre, des passes lobées. Il a une capacité à faire des skip passes du haut de ses 2 mètres qui pour moi est absolument génial parce que comme on va le revenir, pour moi il a une capacité à driver, à absorber les contacts, à se mouvoir on va dire comme une anguille dans le drive qui est quand même hyper cool. Son handle est parfait. Donc en fait à partir du moment où tu as un créateur de haut niveau de 2 mètres qui est pas capable de voir les passes, de les faire parce qu'il a un toucher de balle génial, qu'il a un handle et un body control qui fait que dans le drive, il est jamais perdu et en plus qu'il a un toucher de balle qui lui permet autant de finir au cercle que de pull-up à 3 points. Bon, pour moi, ça commence à faire beaucoup de choses pour dire qu'aujourd'hui, tu as, pour moi, le meilleur créateur, on va dire, à la fois individuel et collectif de la draft. Bon, bah, en fait, tu arrives à quelque chose où, bon, bah, pour moi, c'est le meilleur joueur de la draft. C'est On sait, assez c'est assez évident. on sait qu'on est sur un joueur qui va être un joueur de gros volume. Oui, Tu as parlé de la création. C'est vrai que sur la création, il y a 2 éléments qui peuvent beaucoup t'aider sur la création. C'est, soit tu es une grosse menace sur le pick and roll à 3 points et donc tu fais monter la défense, ce qui t'ouvre les passes, derrière. On voit bien, hein, que sur la court vision, il est bon. Il y a même un peu de manipulation de défense, enfin moi j'ai même vu des séquences avec de la manipulation de défense. Donc le premier élément, c'est est-ce que sur le pick, tu arrives à être suffisamment dangereux pour qu'on ne puisse pas défendre en drop contre toi? Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais parce que j'ai compris, on n'y est pas encore totalement. Le deuxième élément, c'est sur le drive. Sur le drive, il y a 2 éléments qui peuvent te permettre de bien driver. La qualité de ton dribble. Et là, je suis curieux d'avoir ton avis, même si tu dis que c'est très bien. Et le deuxième, c'est le premier pas dont tu n'as pas encore trop parlé. Bon, déjà, sur la partie de tir à 3 points, comment toi tu l'envisages? Et le jeu de pick and roll, même de manière générale. Alors la capacité de tir à 3 points pour moi, bon l'attaque de Louisville était assez, on va dire catastrophique. Surtout qu'il lui il jouait avec un autre garde, qui va se présenter à la draft qui est Ryan Codwell, qui prenait également beaucoup de ballons. Donc le spacing était pas génial et c'était surtout lui qui était, on va dire responsable du spacing. Il tourne à 35 à 3 points, sauf que tu te retrouves avec un volume qui est énormément porté sur le pull-up. Donc un joueur qui Ok. forcément son pourcentage va chuter. Tu te retrouves avec 85 au lancer franc, ce qui est quand même très, très bon. Donc en fait, j'ai aucun problème avec sa capacité à étirer le jeu et à avoir la distance NBA. Ça, pour le coup, j'ai aucun problème. Surtout que si jamais, bon bah là, l'exemple de Atlanta, il est parfait, hein. Si jamais tu as un autre porteur de balle comme Nick Alexander Walker ou Jalen Johnson à côté de lui, la qualité de tir que Michael Brown Jr. va devoir prendre en NBA sera largement meilleure. Donc Ok. avec ça m'étonnerait pas que dès l'an prochain, il se retrouve à 36, 37, 38%. Il se retrouve à un niveau moyen d'efficacité, ce qui pour un ball handler en NBA de 20 ans est exceptionnel. Donc moi, j'ai aucun problème là-dessus. Sur pick and roll, là, c'est pareil. Pour moi, c'est aujourd'hui à Louisville, il avait, on va dire des intérieurs qui étaient très peu capables de jouer le pick and roll et qui fait que pour moi, il faisait des passes que ses coéquipiers n'arrivaient pas à voir ou à finir. Mhm. Et ça, c'est quand même, moi, je pétais un câble quand je regardais les matchs de Louisville parce que c'était très frustrant de le voir créer autant de décalage, que ce soit individuel ou sur pick and roll, et que après derrière, ça ne suive pas vraiment. Donc pour moi, là-dessus, c'est pareil. J'ai quasiment aucun problème sur le fait que même si il arrive dans une franchise, on lui demande de tout faire. Ouais, je vois pas vraiment de problème. Et après, sur ton dernier point, sur le premier pas, c'est peut-être son point, on va dire le moins impressionnant parce qu'il est très grand. Pour l'instant, il n'est pas encore habitué à cette taille. Donc, Ok. il n'a pas une capacité explosive
c'est pas le meneur le plus explosif du monde, hein. Il va pas monter au cercle et dunker sur tout le monde, même si attention, il peut être surprenant. Mais au fur et à mesure qu'il va on va dire prendre l'habitude de son corps, c'est quelque chose qui va se développer, de son nouveau corps, on va dire, de sa taille et mais en fait, on se rend compte que le premier pas, c'est moi, je préfère un driver qui contrôle son pace et qui est capable de gérer son défenseur, de le mettre in jail, en prison derrière son dos, qui est capable d'encaisser les contacts à droite, à gauche, qu'un mec qui va avoir un premier pas hyper rapide et après disparaître. Sinon, Rob Dillingham serait All-Star. Ouais, puis c'est ce qu'on a vu durant les playoffs, la capacité à rester longtemps dans la zone intermédiaire, ce que Jalen Brunson fait incroyablement bien. Tout à C'est fait, quand ouais. même ce qui aujourd'hui a, on va dire dans le dernier niveau à atteindre sur la saison régulière, ça c'est moins valorisable, mais sur les playoffs, on voit que cette capacité à rester longtemps dans cette zone, maintenant qu'il y a de plus en plus de gros protecteurs de cercle, elle est en fait assez essentielle. Sur la partie défensive, est-ce que toi on s'est mis là peut-être, il peut être mis en difficulté en défense. Bon, tu nous dis quand même qu'on a un joueur qui est assez mobile, qui est grand, qui a une longue envergure. Est-ce que effectivement la partie défensive, il faut s'inquiéter dessus? Est-ce que selon toi, surtout lié au volume offensif qu'il devait assurer qui était énorme, ou est-ce que c'est un peu structurel chez lui les défauts défensifs? Bah, je pense que non pas que ça soit structurel à lui-même, mais c'est structurel à ce qu'on lui a toujours demandé, on va Ouais, dire. Ça a ok. toujours été un mec qui prenait énormément de ballons. Après, il y a un côté où ça sera jamais un défenseur élite parce que il a un centre de gravité qui est très haut, il a des longues jambes. Évidemment, il est long et grand, ce qui fait qu'il sera jamais surciblé, en tout cas, il sera jamais négatif, mais ce Mhm. sera jamais un positif en défense. Ça, il y a pas D'accord. de faut c'est pour moi, son objectif, ça sera d'être neutre. Et ce sera, déjà bien suffisant, honnêtement, dans la NBA de demain. Surtout s'il est amené à jouer à côté d'un, Johnson ou d'un Alexander Walker ou d'un Dyson Daniels. Honnêtement, il y aura aucun problème, il y aura aucun problème. C'est comme, on va dire comme un Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton aujourd'hui, il est pas surciblé, il est juste, il passe et c'est largement suffisant, quoi. Hmm. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est ce qui était intéressant aussi, c'est de voir un peu le fit que ça peut avoir avec l'équipe, vu que là, on se projette sur des pics concrets. Ce qu'on sait côté Atlanta, c'est que, bon, ils ont CJ McCollum qui sera peut-être encore là l'année prochaine, mais ils ont besoin de trouver un porteur de balle primaire parce qu'ils sont plutôt bien équipés sur les porteurs de balles secondaires. Tu l'as dit tout à l'heure avec Nickel Alexander-Walker et avec Jalen Johnson. Donc, la perspective, si j'arrive à prendre Michael Brown, c'est vraiment d'avoir un porteur de balle primaire dans cette équipe. Euh, Première question que je peux te poser, on voit qu'il a réussi à bien exister dans une attaque qui était très dépendante de lui. On sait que Quinn Snyder, il a un jeu avec une répartition de la balle qui est un peu plus importante. Il est un peu dans cette tendance de jeu liquide, on pourrait dire, où en fait, tu personne qui est vraiment au-dessus des 30% d'usage. Ce qui veut dire que les joueurs qui jouent sous Quinn Snyder, on l'a vu l'année dernière, ils ont besoin quand même d'être assez bons off-ball. Est-ce que toi, tu le vois bien fitter là-dedans, ou est-ce que pour toi, tu es plutôt sur un profil? Non, c'est un gros porteur de balle, et de toute façon, il est assez fort pour porter énormément la balle, et il faut partir là-dessus. Bah, de toute façon, oui, pour moi, il a le potentiel d'un porteur de balle, top 5, NBA, on va dire. Donc, évidemment qu'il a une capacité à créer, qui est, supérieure à la moyenne, donc tu as envie de lui donner beaucoup la balle. Malgré tout, à Louisville, il jouait avec Ryan Conwell. Aujourd'hui, Michael Porter Jr. en NCAA, il avait à peine 30% d'usage. Donc ce qui est pas non plus, Ok. hyper impressionnant. Bon, bah, tout à l'heure, on parlait d'Edge Dibansa, je crois qu'Edge Dibansa, il est à 34 ou 35. Donc, on est quand même, sur un joueur qui a été également capable de jouer off ball. Son côté, grand joueur, shoot élite, capable de driver, et cetera, va faire qu'il va être capable de jouer à côté d'un autre porteur de balle, que Toi, ce tu es soit Alexander déjà sur Walker Shoot ou Johnson. Elite. Pour toi, c'est un abus de langage, ou pour toi, tu es vraiment déjà sur Shoot Elite? Bah, je pense que déjà au début de sa carrière, il aura le volume. Le volume qui sera hyper impressionnant et même si tu as un énorme volume et que tu es à 36-37%, à 20 ans, c'est quand même hyper positif. Ok. Et pour moi, il y a aucun red flag qui fait qu'il soit pas à un niveau, non pas, élite comme Stephen Curry, mais à un niveau, on va dire, comme les, Darius Garland, Donovan Mitchell et cetera. Ah oui, Où, ok. tu as Ouais, ces c'est tu assez ces haut déjà. porteurs de balles Hmm. qui c'est pas leur force principale. Par contre, pour moi, sa force principale, ça reste le scoring au cercle et le passing. Par contre, il y aura aucun problème pour se faire respecter. On est, pour moi, largement au-dessus des, LaMelo Ball ou autres porteurs de balles comme ça. Donc, non pas qu'il soit élite sur le côté, bon, bah, top 5, shooter all time, mais pour moi, ça reste une force, une des forces principales de son jeu qui fait qu'il y aura pas de problème là-dessus. Donc même à côté d'un Jalen Johnson et puis j'adore Quinn Snyder, mais à un moment donné, si tu veux véritablement passer un cap dans une attaque NBA en 2026, il te faut un joueur capable d'encaisser énormément de volume. Et on sait que, même si on adore tous Jalen Johnson, il n'est pas capable d'avoir ce volume-là.
si ce volume-là peut être encaissé sous 2-3 ans par Michael Brown Jr., c'est positif pour eux. Surtout avec des joueurs comme Nick Alexander-Walker à côté de lui. En tout cas, c'est ce que je pense. Autre élément qu'on peut savoir important dans le jeu des Hawks aujourd'hui, alors effectivement, on verra si dans le temps Quinn Snyder reste, mais en tout cas, sur sa première année, à minima, il sera avec lui. Et c'est une équipe quand même qui vise play-in, play-off. Est-ce que pour toi, on voit structurellement dans le jeu Snyder, il y a beaucoup d'early offense, Mm. qui est un jeu intéressant parce que ça permet notamment quand on est joueur créatif de l'exploiter. Et on est plus proche presque d'une circle offense que d'un vrai jeu de pick and roll. Il n'y a pas trop de partenaires de pick and roll dans cette équipe. Jalen Johnson est clairement plus un porteur de balle qu'un joueur de pick and roll. Est-ce que toi, tu le vois bien fitter là-dedans, c'est-à-dire être un bon joueur d'early offense, voire même joueur de transition et joueur de créateur finalement un peu en isolation drive? Ou est-ce que pour toi, à l'inverse, si tu prends Michael Brown, il faut trouver un partenaire de pick and roll parce que ce serait trop dommage de pas avoir un top partenaire de pick and roll avec un joueur comme ça? Moi, je suis jamais contre les porteurs de balles à être inclus dans des circle offense, comme tu as pu l'appeler, ou des offenses un peu qui apportent un peu plus de variété, parce que ça leur permet de développer tout un tas de choses, au lieu d'avoir seulement un joueur de pick and roll comme peut l'avoir Trae Young, et être assez, on va dire, unidimensionnel, même si j'adore Trae Young, hein, c'est pas le sujet, mais du coup, moi, j'ai aucun problème à voir Michael Brown Jr. Utilisé là-dedans, parce que, pardon, comme je disais l'an dernier pendant la Coupe du monde U19, il est génial à côté d'un Edgy Dibansa qui prend énormément de volume également. Ok. Donc en fait, le fait que tu aies un driver assez intéressant, le fait qu'il ait le drive, qu'il ait le tir, qu'il ait le passing en mouvement, en fait, ça va t'amener un prospect qui est utilisable de plein de façons différentes. Donc si Quinn Snyder veut le garder en tant que porteur de balle un peu secondaire, capable de jouer autant d'isolation que de pick and roll inversé avec Jalen Johnson, ça, pour moi, c'est des principes offensifs qui font que c'est plus intéressant d'avoir Michael Brown Jr. que d'avoir, par exemple, un Darius Akuf qui va être un peu plus unidimensionnel dans sa façon de jouer l'attaque. Ok. Donc, tout ça est extrapolé par le fait que c'est un meneur qui fasse 2 mètres, etc. Donc, qui est utilisable de plein de façons différentes. Après, moi, je maintiens que si Atlanta fait ce choix-là, c'est pour avoir un ball handler principal d'ici 2-3 ans dans les Ok. prochaines années qui arrivent, quoi. Ce qu'ils ont déjà eu avec Trae Young. Enfin, en tout cas, c'est un modèle de développement de la franchise que la franchise a déjà testé, donc qu'elle connaît un petit peu. Bon, je te propose qu'on enchaîne sur la suite de notre draft. Donc c'est bien, ça nous a permis de refaire un petit point, un petit gros focus. Il me semble que c'était aussi l'un des prospects préférés de Matt, et je crois que c'est Matt aussi qui vous l'avait présenté, mais plus tôt dans la saison. Donc vous pouvez aussi avoir l'avis complémentaire de Matt, si je me trompe pas, hein. Il me semblait que c'était Matt qui l'avait. On passe à nos pics 11 à 15. Et alors là, vous allez voir, il y a 3 focus dedans. Donc on va pas trop se focus sur les joueurs dont on parle moins. Le premier, c'est Adey Mara, qui est donc pris par les Warriors en 11. On pourra d'ailleurs se poser la question si Mara peut descendre jusqu'à 11, mais ce qu'on se disait juste avant Flo, c'est que c'est pratiquement impossible de l'imaginer descendre en dessous de 11. Steinbach qui se retrouve au Thunder en 12, Philon en 13 au Heat, et ensuite Burries en 14 aux Hornets et Maurice Johnson Jr. en 15 aux Bulls. Si j'ai bien compris, Flo, on va se focus sur Mara, Burries et Johnson. Est-ce que tu as juste un tout petit truc à dire sur Steinbach et Philon ou pas spécialement? Moi, j'adore Anne Steinbach. Toute Ok. l'année, j'adore ce joueur parce que pour moi, on va être très très vite. Sa qualité principale, c'est le rebond offensif, c'est la Ok. bataille des possessions. Et dans une équipe de KC où ils vont devoir faire énormément d'économies pour repartir l'an prochain et garder leur identité justement de bataille des possessions, de joueurs avec beaucoup de diversité offensive, capables de jouer à différentes positions, capables de porter la balle, etc. Anne Steinbach représente tout à fait ce que le Thunder représente. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur la même nationalité, mais on va dire c'est un joueur avec un peu de passing, un peu de toucher de balle, un peu de tir, on va dire dans le mid-range surtout, et une énorme capacité à prendre des rebonds. Bon, bah, tu le dis à un fan de NBA qui suit pas la NCAA, pour moi, je suis en train de te décrire Isaiah Hartenstein. Donc, Carrément, ouais. donc il y a beaucoup de réalité là-dedans, quoi. Sachant qu'ils ont aussi drafté l'année dernière, j'ai mangé le nom, ils ont Thomas, drafté Thomas aussi Sorber. Thomas Sorber aussi qui va devoir jouer un peu l'année prochaine. Donc, enfin bref, de toute façon on connaît OKC, ils ont un vivier assez dingue qui va encore s'allonger vu le nombre de pics qu'il en reste sur les 3-4 prochaines années. Donc on se fait notre premier focus sur Adey Mara, qui a été une des curiosités, je pense qu'on peut le dire comme ça, de la saison, parce que joueur extrêmement grand, 2m23, alors l'envergure j'ai mis 2m30, mais parfois il est même annoncé à 2m34 d'envergure. Enfin l'envergure est énorme, on est sur les profils un petit peu à la Zakiji, enfin il me semble, toi tu vas me dire si on est là-dedans ou si effectivement c'est un petit peu différent. Un joueur très grand, gros protecteur de cercle. Bon bref, c'est le classique du big qui tire pas. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le profil plus en détail? Ouais, Ademara, espagnol, qui a
qui a depuis toujours été sur les tablettes, on va dire NBA depuis qu'il est parti du centre de formation en Espagne, qu'il avait genre 15 ans. Il a fait 2 ans à UCLA, sur les 2 dernières années. On a vu un méga prospect arriver à UCLA et être très déçu. Moi qui travaille depuis quelques années avec, Titouan Cronier de Envergure, c'est un prospect qu'il adore depuis des années, mais moi j'étais toujours, beaucoup plus bas parce que en dehors d'une certaine protection de cercle, pour moi, il y avait pas grand chose à gratter. Un énorme problème de mobilité, un énorme problème de déplacement sur le terrain et de court vision, notamment défensif. Offensivement, pour moi, il y avait, un petit toucher de balle au cercle qui était intéressant. Tu voyais un peu de passing, mais qui était pas vraiment développé. Et bon, on va le dire très vite, il est arrivé à Michigan, ça a tout changé. Le système de Michigan, notamment avec un système défensif qui avait une seule vocation, c'était amener les défenseurs dans la raquette, amener Mmh. beaucoup de pression sur le cercle, sur les porteurs de balles justement pour les amener au cercle, avec des joueurs comme, Trey McKinney, Axel Landeborg ou Morris Johnson qu'on va y arriver, juste après, qui avaient, une seule vocation, c'était les faire driver vers Ademara. Bon, bah, c'est exactement ce qu'il fallait. Le rôle de roaming, comme on peut avoir avec des Jared Jackson ou des Victor Wembanyama ou des Kristaps Porzingis aujourd'hui en NBA, c'est tout à fait le moule de Ademara et c'est pour ça qu'il sera pris assez largement en loterie. Bon, bah, on va pour aller vite, pour moi, il a 2 qualités, géniales. La protection de cercle, on l'a dit, il est immensément grand, immensément long et surtout il a une capacité à voir les angles de contre qui est quand même assez géniale. Il se jette pas, il fait beaucoup moins de fautes par rapport à, ce qu'il faisait notamment à UCLA. Il comprend vraiment beaucoup plus le jeu. Évidemment qu'il a des problèmes de mobilité, mais à cette taille-là, c'est quand même vraiment cool. Il va être ciblé par des petits porteurs de balles, mais c'est l'avis de tous les grands protecteurs de cercle. Bon, on va dire, 12 de protection de cercle à un moment donné, de block percentage pour décrire la protection Ouais, de c'est cercle, c'est énorme, quand hein. même assez génial. Ouais, c'est énorme. Il va rester sur ces chiffres-là en NBA et le deuxième côté positif, c'est le passing. On va y arriver, mais dans le système de Steve Kerr, avec beaucoup de gens en mouvement, honnêtement, avoir un grand qui est capable d'avoir ce jeu de passe-là, il voit les passes, main gauche, main droite, que ce soit au poste haut ou au poste bas, il est capable de voir des gars dans le dunker spot. Honnêtement, c'est quand même assez génial d'avoir des mains en or comme ça et capable de protéger le cercle. Alors évidemment, c'est pas un créateur de jeu, il a pas le shot making et cetera. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on a vu avec, peut-être qu'on peut partir un peu du point de comparaison Zakidi parce que nos auditeurs qui suivent plus la NBA, pour le coup l'ont. Ce qu'on a vu avec Zakidi, c'est que on est sur des profils qui ont un plancher qui est vraiment haut, pour apporter collectivement, hein. Zakidi a quand même fait une première saison où, son impact défensif a fait énormément de bien à Memphis et effectivement cette protection de cercle, qui est de toute façon à un niveau élite, à partir du moment où tu arrives à peu près à la contextualiser, ce qui est pas si dur que ça, elle a beaucoup d'impact. On avait vu par contre à l'inverse, qu'en play-off, Zakidi avait eu beaucoup, beaucoup de mal sur des équipes qui forçaient le switch à vivre. Il avait vécu contre les Warriors une série vraiment très, très, très compliquée. Euh, est-ce que tu peux nous comparer un petit peu Ademara et Zakidi? Qu'est-ce que Ademara a en plus de Zakidi ou en moins de Zakidi d'ailleurs? Moi, je sais pas si je serais d'accord avec la comparaison de Zakidi parce que Ok. Zakidi à NCAA c'était un créateur de points plus que de Ouais. jeux. C'était un joueur qui avait une seule vocation, c'était scorer au poste bas. Il ne faisait que ça. Et c'est d'ailleurs, moi, je pense, ça fait partie du top des joueurs que j'ai, on va dire, mal scoutés et sur lesquels j'ai beaucoup appris parce que il y avait quand même beaucoup de choses à gratter, notamment dans son jeu sa protection de cercle, son jeu de bataille des possessions, ses rebonds offensifs, etc. Pour moi, à Desmarins, on est moins dans le scoring et la bataille des possessions, mais on est vraiment sur, on va dire, le pivot protecteur de cercle, mais qui est extrapolé parce qu'il a une telle protection de cercle que rien que le mettre dans son rôle de roamer va payer assez rapidement, on va dire. Donc c'est un peu ce qu'il faut retenir. Moi, je vois beaucoup de Andrew Bogut pour rester Ok. chez les Warriors, ce grand pivot protecteur de cercle qui est parfois à cacher, mais qui t'apporte tellement en protection de cercle au stand un peu général que c'est hyper positif. Et si tu ramènes un peu de passing et un peu de création offensive, tu peux vite arriver sur du Pogazol ou quelque chose comme ça, ce qui est quand Ah même ouais, très ok. cool. Ok. Donc bon après c'est pour rester dans les stéréotypes espagnols, c'est un peu dommage, mais Ouais, effectivement. Peut-être, du coup, si on se projette dans un joueur qui serait aux Warriors, tu l'as rapidement évoqué, mais la qualité d'écran, elle est essentielle pour le jeu des Warriors. La qualité de decision making
en milieu, ce sera pas sur les initiations d'attaque, mais en milieu d'attaque. Et la capacité à sortir de la pose d'écran est aussi très importante parce qu'il y a un jeu en continuité aux Warriors qui demande quand même pas mal de mobilité. Comment tu le projettes, toi, là-dedans? Est-ce que la qualité d'écran est bonne? Est-ce qu'il sort suffisamment vite de ces écrans aussi qu'il pose? Comment tu le sens? Parce que c'est quand même assez différent d'être un pivot de pick and roll où ça généralement un peu plus de temps pour sortir des écrans qu'être un pivot qui va plutôt être un pivot d'écran sans ballon où en fait celui qui réceptionne la balle a le temps d'avance et il faut réussir à conserver le temps d'avance en enchaînant derrière, quoi. Comment tu le sens, toi, là-dedans, lui? Alors évidemment, c'est pas un poseur d'écran élite parce qu'il il est grand, il a un centre de gravité qui est extrêmement haut. C'est notamment à UCLA, il se faisait bouger d'une manière assez déconcertante, ce qui va continuer à être le cas en NBA. Bon, ça arrive aussi à Victor, hein, de se faire bouger étant donné leur centre de gravité. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors évidemment que les Warriors vont devoir un peu s'adapter à lui. Il a vraiment ce jeu d'écran quand tu as la balle et il a beaucoup de jeux en end-off, il a beaucoup de jeux qui tournent autour de lui, etc. Et là, c'est que ça commence vraiment à être intéressant parce que il a une capacité à aller sur ces zones pour après développer son jeu de passe ou avec des joueurs comme Butler, avec Curry, avec Moody, ça peut vraiment être très très cool. Même avec Podziemski, on a vu beaucoup de ça. Il a vraiment cette capacité à jouer dans un jeu en mouvement, en mouvement permanent. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je vais même rajouter un truc, le fait qu'il ait joué avec Morris Johnson et il y a Axel Landeborg toute l'année, il sait déjà ce que c'est que de jouer avec un autre intérieur qui n'a pas un tir de Ok. top niveau. Donc il a réussi à jouer avec ces mecs-là, pour moi, de dire qu'il arrivera à jouer avec Draymond Green sans trop de soucis, en tout cas. Et honnêtement, c'est pour moi un pick qui est tout à fait logique pour Golden State. Paraît assez improbable de l'imaginer descendre en dessous de 11, d'autant que les Warriors, ils ont quand même deux enjeux. Le premier enjeu, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont en recherche d'un pivot à stabiliser. On les a vus essayer Quentin Post l'année dernière, faisait des bons passages et d'autres un peu moins bons, en tout cas manquait un peu de régularité. On les a vus aussi utiliser beaucoup Jackson Davis, qui après a été trade de mémoire, À que Toronto. moi j'aimais pas personnellement, mais qui avait quelques qualités qui parfois peuvent ressembler un peu à Demara, parce que ils ont besoin aussi d'être meilleurs sur le jeu de pick and roll quand leur motion ne marche pas. Et ça reste quand même un des problèmes qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire un finisseur au cercle pour aider Curry sur le jeu de pick and roll. Et le deuxième élément dont ils ont besoin, c'est lors des moments où Draymond Green n'est pas loin et pas sur le terrain, ils ont besoin de mieux protéger le cercle. Ça fait quand même partie des éléments un peu structurels dans leur jeu dont ils ont besoin. Et donc c'est vrai que compte tenu de ces éléments-là, ça paraît relativement improbable de l'imaginer descendre en 11. On peut d'ailleurs tout à fait l'imaginer monter plus haut que 11, hein. Je vois que Flo, lui aussi, finalement, a Ah trop ouais, chaud c'est trop dur, c'est trop dur. et, a fait le même choix que moi. On poursuit sur notre troisième focus. Donc Ademara, dans l'idée, partirait en 11, Steinbach serait en 12, Philon en 13. Et donc un petit focus sur Braden Burries qui tomberait aux Charlotte Hornets. C'est Chachou qui a fait le choix pour les Hornets, qui est quelqu'un qui suit énormément pour le coup les prospects et fait beaucoup de contenu sur la draft. Donc quelqu'un qui connaît bien ses choix. Je regardais en préparant le truc, je me suis dit, Braden Burries, quand tu le vois, il a une tête d'arrière. Je me suis dit, c'est compliqué de trouver un mec qui a pas plus une tête d'arrière que lui. À aucun moment, tu l'imaginais être un autre poste que ça, que meneur arrière. Bref, c'est vraiment un aparté qui a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que tu peux nous présenter ce troisième joueur sur lequel tu voulais faire un focus, Braden Burries? Moi, c'est quelque chose, j'ai appris à l'adorer, on va dire, Ok. parce que il n'était pas vraiment attendu aussi haut dans la draft. Mais en fait, pour moi, le choix, il est tout à fait, on va dire, il est tout à fait logique. Pour moi, c'est un choix loterie, on va dire, de la tête et des épaules. Moi, je sais plus combien je l'ai. Je l'ai septième, hein. Donc c'est Mara, dire tu l'avais que combien, juste pour info? Mara, je l'avais 10e. Tu l'avais Donc, tu 10e, ok, vois, ça on marche. est complètement dans ces cas-là. Et Braden Burry, je l'ai 7e parce que pour moi, c'est un joueur qui a une diversité offensive et une diversité de création qui est assez rare. Parce que dans l'armada, on va dire, d'Arizona, qui est allé hyper loin en March Madness, avec des joueurs comme Kawhi, qui était très attendu, un autre garde qui est Jaden Bradley, qui devrait aussi également aller à la draft, tu t'es retrouvé avec en fait un joueur qui était le meilleur scoreur. Braden Burries, qui a même pas plus gros minutage, mais qui était le meilleur scoreur, en étant très très efficace. Pour moi, il a un plancher de création, de tir, en étant efficace à 3 points, au cercle et à mi-distance. Il a une capacité de passing qui est minimum pour être un connecteur de top niveau, Ok. et jusqu'à ce que moi je puisse me demander si ça peut pas même être un créateur primaire en fait. Parce que Ok. pour moi, il a quand Ok. même beaucoup de qualité de passe. Il a une qualité de scoring qui est évidente. Et en fait, c'est un joueur qui n'a
aucun compromis. Parce que quand tu rajoutes à ça une défense sur le point d'attaque qui est intéressante, une défense off-ball où il comprend bien le jeu. Aujourd'hui, il fait quasiment bientôt 2 mètres. S'il est amené à jouer 1-2, bon, bah, en fait, tu te retrouves avec un grand joueur qui va pas être du tout ciblé, bonne envergure. Donc, en fait, tu te retrouves avec un connecteur qui n'a aucune défense, qui n'a aucune, aucun compromis, que ce soit offensif ou défensif, qui est efficace. Honnêtement, tu te retrouves avec un joueur qui a pas de défaut, en fait. Alors évidemment, c'est pas le créateur ultime, mais il a pas de défaut. Il y a pas beaucoup de mocks d'ailleurs où il est en dehors du top 10, hein. Il est quand même très, très souvent top 10, le voir descendre en 14, du coup, c'est vrai qu'en 14, c'est un choix un petit peu évident. Moi, ce que j'avais vu, c'était que dans un premier temps, ce qui le mettait pas mal en avant, c'était sa défense du point d'attaque. On est sur un profil un peu particulier parce que c'est un joueur très mobile, pas très grand, mais qui est pas non plus très long. On sait que ça peut poser souci quand même la longueur sur les joueurs qui sont pas spécialement grands. Enfin, de toute façon, la longueur aujourd'hui, c'est vraiment le cheat code sur la Mmh. défense. Toi, t'es haut à quel point sur la partie défensive, sachant qu'on sait que les Hornets, ils ont un jeu d'arrière. C'est un vrai jeu d'arrière qui a vraiment montré ses qualités durant la deuxième partie de saison. Donc, ils sont toujours intéressés par avoir des bons connecteurs arrière aussi qui sont capables d'amener un peu de création par eux-mêmes ou de connecting ou de jeu d'écran et de sortie d'écran. Mais ils ont aussi besoin de plus de défense Mmh. pour le coup. Et bah, toi, comment tu le projettes sur la partie défensive? Sur la partie défensive, comme j'ai dit, pour moi, il a un plancher minimum dû à sa taille et en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il soit pas très long, a énormément, d'instinct et d'anticipation défensive, notamment sur la balle. C'est quelqu'un qui crée énormément de turnover. Bon, évidemment que c'est pas quelqu'un qui va protéger son cercle de manière élite, hein, mais c'est quelqu'un qui crée énormément de turnover. Il a une capacité à utiliser ses mains. Il a des grandes mains qui sont vraiment, hyper en fait, il a des bras qui sont hyper mobiles et il fait très peu de fautes. Et du coup, tu te retrouves avec un joueur qui est suractif sur la balle, tout en étant un joueur qui avait beaucoup de responsabilités offensives à Arizona. Donc en fait, c'est vraiment, très intéressant d'avoir ce profil-là qui, n'a aucun compromis offensif, mais pas trop de compromis défensifs non plus. Alors évidemment, je pense qu'à l'étage NBA, ça sera jamais le joueur qui va prendre ce sera jamais, Jaden McDaniels. Parce que comme tu l'as dit, il a des limitations physiques qui sont évidentes. Par contre, c'est un joueur qui, pour moi, sera toujours positif et qui va être, honnêtement, dans ce jeu des Hornets où, tu te retrouvais même avec un Con Knuppel qui était pas du tout négatif, tu vois? Alors que Mmh. tu peux dire: «Il est pas tôt, il est pas grand» et cetera. Sauf que c'est des joueurs qui ont un instinct défensif qui est hyper cool et du coup, bon, ben, honnêtement, tu me dis demain c'est un meilleur défenseur que Kobe White, je suis plutôt d'accord, en fait. Donc heu, donc pour moi, ça correspond totalement à un pic des Hornets où ils ont un besoin de diversité offensive sur le guard play qui est toujours permanent, où tu as toujours besoin de création. Ils cherchent des joueurs capables de porter la balle en permanence, capables de créer des actions à partir de rien, tout le temps, en permanence. S'il y a un décalage, il faut que le joueur en bout de chaîne soit capable de créer des décalages en permanence. Et du coup, Burris, pour moi, correspond tout à fait à ça. On l'a vu faire quelques pointes offensives dans la saison, qui étaient pas inintéressantes. Mais pour autant, j'ai l'impression que c'est un joueur sur lequel il y a eu une grosse variété sur son scoring. Enfin, pardon, c'est pas une variété, mais un gros delta entre des matchs où il avait un gros scoring et des matchs où parfois c'était un peu plus difficile. Sur les matchs où il y avait un gros scoring, qu'est-ce qui ressort, tu vois? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il est bon sur le pull-up? Est-ce que c'est essentiellement du catch and shoot? Est-ce que c'est du drive? C'est quoi les trucs qui ressortent un peu sur ces Bah, matchs-là? de manière assez logique, on va dire en NCAA. Bon, remarque, c'est un peu vrai en NBA aussi, hein. Quand on parle pas d'ultra, star, les matchs où tu as des points au scoring, c'est que tu as mis dedans. Tu as mis dedans comme un cochon. OK. Ce qui est un peu intéressant, c'est quand tu regardes ces pointes au scoring, tu te retrouves avec des gros matchs, mais on va dire peu d'usage. Donc c'est vraiment que, bon, bah, OK. c'est Klay Thompson, quoi, tu vois? Mais c'est un joueur qui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un joueur qui a été capable de faire beaucoup de bons matchs, mais de manière différente à chaque fois. Il y a des matchs où il a été énormément efficace à 3 points, et il y a des matchs où il a été énormément efficace au cercle. Il y a des matchs où il a réussi, en l'absence de Jaden Bradley, à prendre beaucoup l'attaque à son compte. Et en fait, bah, du coup, c'est pour ça qu'il a fait que monter dans les mocks, parce que c'est un mec qui, OK, c'est un bon scoreur. OK, c'est un bon shooter. OK, c'est un bon passeur. Et du coup, tu te dis: «Putain, mais OK, il Où est est la peut-être limite, quoi? Mmh. c'est pas un en fait, c'est un 9 sur 10 nulle part, mais c'est un 7,5 partout». Et Mmh. du coup, bon, bah, ce mec-là, il va faire carrière, en fait. Il y a pas de doute. D'autant qu'on a vu en fin de saison, moi j'avais noté ouais, c'est ça, j'avais noté qu'en fin de saison, il y a un truc qui avait nettement augmenté, c'était que sa capacité à aller au lancer franc. Mmh. Et il a quelques pointes, au-delà des 10 lancers francs tirés, mais même globalement, à partir de janvier, il a commencé à passer de 3 lancers par match à monter plutôt à 7-8, ce qui est énorme, hein, pour le coup, et qui est intéressant.
Dernière question, parce que pour le coup, tu as été assez complet sur son rôle de connecteur, le fait, qu'il peut aussi bien être un bon connecteur défensif qu'offensif. On sait que dans les enjeux qu'ont les Hornets, ils ont parmi leurs enjeux le besoin d'être moins dépendants de la Melo Ball parce que les on-off de la Melo Ball sont un peu délirants. Est-ce que c'est un profil qui peut les aider là-dedans, peut-être pour assurer un peu d'organisation ou est-ce que, on va pas chercher ça et ça va continuer à être plutôt autour de la progression de Brandon Miller et de Coby White, pour réussir à combler ça, quoi? Bah, je trouve que, dans l'optique où, pour moi, la future équipe des Hornets sera évidemment tournée autour de la Melo Ball, mais surtout autour des 2 hein, mais avec, Cohen Knuppel, dans l'équation et surtout Knuppel qui pour moi, on n'a pas encore réussi à vraiment gratter la création collective qu'il peut amener. OK. Je pense que c'est vraiment un bon créateur. En fait, ce que j'adore chez Burries, c'est que c'est à la fois un joueur qui est capable de jouer avec Ball qu'avec, Knuppel et dans l'optique où, Ball serait amené à sortir sur certaines séquences, avoir une création collective qui est tournée autour de Burries et Knuppel, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que les 2 sont autant capables de porter la balle que de jouer off ball et d'apporter du spacing et c'est des 2 joueurs qui finalement se ressemblent beaucoup via l'efficacité et la création, on va dire, un peu secondaire. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose de vraiment cool parce que dans l'attaque hyper novatrice, que le coaching staff de Charlotte a réussi à mettre en place, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de circle offense, beaucoup de joueurs où tu as des leurs, OK, bon, bah, on va jouer de l'autre côté et cetera. Pour moi, Burris correspond tout à fait à ce système de jeu avec beaucoup d'inventivité sur le terrain, que ce soit on et off ball et je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Ouais, parce qu'on a vu Charlotte, ce qu'ils ont réussi à bien faire cette saison, c'est la connexion, Brandon Miller-LaMelo Ball et aussi la connexion LaMelo Ball avec Knuppel et c'est vrai que quand se perd notamment parce que c'est vraiment leur connexion à gros volume, la connexion, Brandon Miller-LaMelo Ball quand elle se déconnecte parce qu'il y en a un des 2 qui sort, ils ont vraiment besoin de Mmh. trouver des relais et on verra si Brandon Burris est déjà pris par les Hornets, s'il est encore dispo en 14. Ce qu'on est d'accord, quand même difficile à imaginer. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit, qui dépasserait pas les Mavs en neuf. Ouais, Parce OK. que tout ce que je viens de dire, en fait, tout ce côté création secondaire capable de jouer avec un lead ball handler que peut être Cooper Flag, d'amener énormément de spacing, d'amener énormément d'efficacité, de pas être négatif en défense, pardon. Bon, bah, c'est parfait, en fait, à côté de plein de porteurs de balles. Bon, bah, c'est pour ça que Charlotte, comme, Dallas, aurait envie de se jeter dessus, finalement. Ouais, bien sûr. On continue avec notre 4e profil. Alors, pour tout te dire, Maurice Johnson, j'ai espéré pendant longtemps qu'il serait en fin de premier tour, parce que ça a longtemps été le cas, et je me suis dit, bah, pourquoi pas les Lakers? Est-ce que les Lakers pourraient pas le prendre, ce qui serait parfait? Mais bon, mes espoirs sont tombés aux oubliettes, parce que bien évidemment qu'il est monté, il a fait que monter sur les 2-3 derniers mois dans les mock drafts. Il y a quand même un moment donné où Maurice Johnson, il était presque 2e tour, hein. Alors c'était vraiment au tout Mmh. début de la saison, mais il a fait que monter. Donc Maurice Johnson, qui jouait avec d'ailleurs Ademora et avec Lendenborg, C'est ça. qui est un poste 4-3, c'était un peu la rotation avec Mara et Lendenborg sur ces postes-là. Joueur plutôt grand avec une très très belle envergure. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le profil et peut-être nous expliquer pourquoi il a démarré si bas et fini si haut? Parce qu'il pourrait même être plus que top 15 hein, d'ailleurs. Hein. Il y a quand même quelques... Enfin, sur certains mocks, il est au-delà de 15e. Hein. Moi, je l'ai 12e Ouais, tu aujourd'hui, vois. Hmm. avec un vrai côté moi, je l'adore. Pour te dire, moi, c'est clairement plus un 4-5. Il y a une belle envie de le voir jouer, uniquement 5 en NBA parce il a tout du poste 5 moderne. Pourquoi est-ce qu'en début d'année, on l'avait pas, sur les mocks? Parce que, enfin, il était sur les boards d'un peu de personnes, enfin, notamment en fin de premier tour, parce qu'il sortait d'une année à Illinois où, donc il était pas dans la même fac, où vraiment, il joue 30 matchs et il joue, 16 minutes par match, tu vois? Il est Ouais. vraiment dans l'ultra rotation et en fait, il arrive à Michigan et on se dit: «Ouais, mais ils viennent de recruter Landeborg et Mara, il va pas jouer, il va jouer sur le banc». Alors ouais, il a joué sur le banc, mais honnêtement, moi, j'en parle beaucoup avec Baptiste du Dreamcast Show, et Titouan, où moi, j'ose dire qu'il y a un monde où ce mec-là est le meilleur prospect de Michigan. Parce que pour moi, il a ce profil hyper caché, alors que mais le prospect est génial. Le prospect est génial parce que tu te retrouves avec un petit big, on va dire, pour faire un abus de langage, ultra mobile, une protection de cercle qui est géniale, une diversité défensive, capable de switcher, capable de roamer, capable de jouer sur le drop, capable d'avoir beaucoup de diversité dans les schémas défensifs un peu modernes, et cetera, où il y a beaucoup de rotation. Il comprend le jeu en défense d'une manière, on l'a vu replacer ses coéquipiers, voire replacer Axel Landeborg, qui est de 4 ans son aîné, un nombre incalculable de fois.
Morris Johnson est pour moi un des top défenseurs de l'année en NCAA et pour moi, offensivement, c'est là où je le dis, pour moi, offensivement, il a été complètement planqué, et pas assez utilisé par le système de Michigan et comment est-ce qu'on l'a vu? Bon, bah, au combine. Au combine, je crois il fait des scores d'arrière à 3 points, il a une vitesse de pied qui est géniale, il a un handle qui est tout à fait intéressant et du coup, tu es en train de te demander alors évidemment, ce sera jamais Joel Embiid, mais tu es en train de te demander, est-ce que ça peut pas être ton pivot défenseur premier plan? Mmh. Peut-être un NBA second team, un joueur un peu tu vois, quand on voit que Colin Murray Boyles, la taille lui pose pas trop de problème, pour moi, on est un peu dans ce moule-là, en fait, alors qu'il est un peu plus grand et en fait, offensivement, il a un peu de passing, il a du toucher au cercle, il provoque des fautes, on le voit commencer à tirer à 3 points. Ça commence à être très intéressant, quoi, tout ça. Ouais, ouais. Ouais, d'autant que moi, sur ce que j'ai vu, c'est, donc en plus tu précises que c'est un organisateur défensif. Parce que de base, le principal intérêt du joueur, c'est pas tant l'organisation défensive, c'est le volume défensif. C'est que c'est un joueur Exactement. avec un énorme volume défensif qui est un peu partout, qui a une vitesse de pied qui est vraiment top et qui en plus a de la verticalité, ce qui lui permet de, enfin, la verticalité, c'est pas son point fort, mais il y a un petit peu de verticalité, ce qui permet d'aller chercher la protection de cercle. Sur la partie offensive, bah, justement, moi, je voulais te questionner dessus. Alors, c'est bien, tu as commencé à donner des indications sur le combine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne finition au cercle, mais je me posais un peu la question, au-delà de la finition au cercle qui est cool, première question, c'est est-ce que tu as du passing sur short roll? Moi, j'ai pas eu l'impression. C'est quand même important si tu veux jouer du pick and roll au jeu NBA, si t'as pas de passing sur short roll, ça paraît à peu près improbable. Et est-ce que au-delà de la finition, vraiment, quand tu as la tête dans le cercle, est-ce qu'il a d'autres éléments où tu te dis, bon, bah, sur l'attaque, il y a des choses à développer? Bah, déjà, sur l'attaque, on va dire à 3 points, il est à 34 tu vois, cette année. L'an dernier, il en prend 0. Bon, bah, quel est le volume? Ça veut tout et rien dire, quoi. Il en prend Oui, parce 1,9 qu'il en par prend match. moins d'un par match, je crois, cette saison, hein. Il est Il est à 30. il a 1,9 par match, il en a pris Ah, 24, pardon, tu vois? autant pour moi. À un moment donné, c'est un tout à fait ridicule, mais bon, bah, on sait que, il est capable d'en prendre. On sait qu'il y a quelque chose à gratter. Jusqu'à où on peut le gratter, ça, on sait pas encore. Mais par contre, ça témoigne d'un certain on va dire d'un certain toucher de balle. Il est à 80 au lancer. Voilà, c'est quand même ça commence à être intéressant. On l'a vu finir au cercle, pas que par des dunks, malgré le fait que les dunks, ça reste important. Tu l'as dit, profil vertical, profil explosif et cetera. Il est à 73 de réussite au cercle. Et pas que avec des dunks. 73 c'est la réussite de Mitchell Robinson, qui est le meilleur Mmh. finisseur au cercle de la ligue, tu vois? Donc ça témoigne malgré tout du Chez fait les que malgré role-players, chez les role-players. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais malgré ses 2,8 m, bon, bah, c'est un mec qui sera jamais vraiment négatif offensivement. Ouais, OK. Et pour revenir sur ton passing, notamment en short roll, en fait, c'est un joueur qui, a beaucoup été utilisé en finisseur ou alors dans le dunker spot. Et du coup, en fait, le passing qu'il a pu montrer à Michigan n'était que du flash parce que, bon, bah, les picks, c'était Mara et Ladebor qui les faisaient, en fait. Et bon, bah, en fait, on a très, très peu de volume sur sa capacité à être vraiment un créateur collectif. OK. Je pense que malgré le fait que je l'aime beaucoup, ça sera jamais véritablement un créateur collectif comme peut l'être Embiid à l'ancienne ou Murray Ball sur l'année dernière. Mais c'est un mec qu'on a vu faire l'extra pass, qu'on a vu faire des skip pass, qu'on a vu voir le jeu à l'opposé. C'est plus un extrapolateur de décalage, un mec qui va les augmenter plutôt que celui qui va les créer. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ça Mmh. a quand même une Carrément. valeur de pick, 10e, à la draft, quoi. Ce que nous disait pour le coup Eaton, je crois que c'est Eaton, hein, côté Bulls, c'est qu'il le prenait vraiment en complémentarité avec Wagler. C'est que l'idée, c'était vraiment de prendre les 2 et de les penser ensemble, que Wagler t'amenait le talent, la partie talent dont ont besoin les Bulls. Mais par contre que les Bulls ont depuis alors après ils ont un jeu, déjà ils changent de coach, mais ils jouaient très, très vite les Bulls et c'est vrai qu'ils avaient une défense qui était très poreuse et qu'ils ont vraiment besoin de construire un espèce de socle défensif, intéressant. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut te constituer un socle défensif ou c'est plutôt un joueur que tu vas ajouter à un ou deux autres bons joueurs défensifs pour construire une bonne défense? Je pense pas qu'on soit au niveau défensif d'un créateur de défense OK. comme peut l'être, Victor, Rudy et Chet et cetera. Par contre, c'est un joueur qui, va être capable de 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 solidifier une défense de manière à lui faire passer 8 caps. Après, OK. Chicago, on est à l'année 0. Récupérer un joueur qui a autant d'identité défensive, pour moi, c'est essentiel. C'est un joueur qui, va rester pivot titulaire des Bulls pendant des années, en fait, ça se trouve. Donc, Ah, pour tu moi, haut c'est un quand même, joueur hein? qui Tu quand même assez haut sur lui, hein, ouais. bah, après, tu vois, tu prends un joueur, loterie ou 15e, si ton objectif, c'est pas d'en faire un titulaire, c'est un peu dommage, finalement, surtout si tu récupères un porteur de balle juste avant. Mmh. Mais, aujourd'hui, c'est un joueur qui, bon, bah, il est meilleur que Jalen Smith ou que Zach Collins, en fait, pour moi, sans trop de soucis, quoi. Et on retrouve l'élément que tu nous disais au début, c'est la profondeur de cette draft. Mmh. Et donc jusqu'à 15-20,
tu as des joueurs que tu peux presque projeter titulaires à 3-4 ans, ce qui est pour le coup, vraiment intéressant. Je fais juste une toute petite précision. Tu as dit qu'il était 1,9 tirs à 3 points tentés par match. Après, tu as dit 23, donc on est plutôt à 0,9 tirs à 3 points tentés par Et match oui, sur la une erreur, saison. une erreur. Tout à fait. Donc, juste pour dire, c'est juste pour préciser pourquoi on dit que le volume nous permet difficilement de nous projeter sur le 3 points, alors qu'à 2 par match, on peut un peu plus se projeter. On poursuit, on sort de la loterie. Alors là, on n'a pas de focus sur celui-ci. On a donc Graves en 16e qui va l'ailier qui va à Memphis. En 17e, Ament qui va au OKC. Moi, je suis d'accord. Je trouve qu'Ament a totalement le profil OKC, des paris d'OKC. Même si, alors là encore, on est sur un joueur sur lequel il y a énormément de débats sur l'apport réel du joueur. Tant le profil peut être surprenant à certains endroits. On a Jaden Quintans qui est pris par les Hornets qui ont besoin d'un pivot pour jouer derrière Moussa Diabaté, même s'ils ont déjà deux de pivots. Jaden Quintans qui, je trouve, varie énormément d'ailleurs dans les mock drafts. On va parfois on est au deuxième tour et parfois on monte jusqu'à 18e comme ici. On a Karim Lopez, si je me trompe pas, qui irait à Toronto et qui poursuivrait sa filière internationale. Et Sénard, j'ai une petite faute de frappe, c'est pas Sénard, c'est Sénac Junior aux Spurs pour amener un peu de profondeur. Alors j'ai mis pivot, sachant que Sénac c'est un poste 4, poste 5, donc il pourrait presque jouer avec Victor et que les Spurs peuvent être en recherche d'un poste 4 un peu plus grand, un peu plus costaud, puisque c'est ce qui manque dans leur roster jusqu'à présent. Il n'y avait pas de focus à faire sur ces 5 joueurs-là pour toi, il nous reste qu'un seul focus à faire. Est-ce que par contre tu as quelque chose que tu veux dire sur un des 5? Bah écoute, c'est ce que tu disais, Jaden Quintans, moi je l'ai 8e. Donc tu vois, Moi j'aime ça peut beaucoup monter, Quintans, ça ça m'étonne peut pas parce monter que j'aime extrêmement beaucoup. haut. Ouais. Bon, c'est un joueur qui, malgré il a l'âge d'un freshman, mais c'est sa deuxième année en NCAA. Il était à Arizona State l'an dernier. Pourquoi est-ce qu'il est si bas? Drafté à 18 ans, hein. Il va être drafté à 10. Il a même pas encore 19 ans. Hein. C'est ça, et il a pourtant fait 2 ans d'NCAA. Bon, 2 ans, c'est un abus de langage parce qu'il a joué 4 matchs à Kentucky cette année, d'énormes problèmes au genou, ce qui fait que, bon, bah, en fait, on l'a pas vu jouer et moi je l'ai 8e sur ce qu'il a montré en fait l'an dernier à Arizona State. Pour moi, là par contre, on est sur un défenseur qui, pour moi, ici est générationnel. Donc une protection de cercle et une mobilité comme on voit, une fois tous les 4 ans. Donc mais le mec joue pas, quoi. Le mec joue pas et tu as des blessures à répétition sur le pire endroit pour un grand. Donc ça se trouve, ce mec ne pourra même jamais foutre un pied sur un terrain NBA. C'est ce qui explique pourquoi, sur le potentiel, moi je l'ai 8e, et autour d'une mock, il va sûrement partir autour de la 20e place. Ouais. Ça va faire un peu ce qu'avait pu faire pour Michael Porter Jr. à l'époque, avec ses énormes problèmes de dos qui étaient descendus énormément, alors qu'on savait très bien que le joueur est meilleur que ça, mais bon, La dernière fois qu'on a vu ça sur ce profil, c'était Harry Giles, qui était numéro 1 lycéen, qui part 20e aux Kings et qui, malgré les flashs monstrueux en NBA, ne pouvait pas enchaîner. Souvent, ce sont les équipes qui sont déjà bien en place en fait sur leur roster. Je pense que c'est typiquement le genre de joueur que pourrait prendre OKC. Hein. Tu vois, ils pourraient totalement accepter de lâcher en 17, tu vois, leur pic en disant qu'ils sont assez profonds et tant qu'à faire, autant prendre un joueur avec un énorme plafond, puis ça passe pas, quoi. Peut-être juste Sénac Junior en 2 mots, toi t'aimes bien ou pas? Moi, il est totalement, je crois qu'il est même carrément 20e. Non, il est 22e chez moi, donc il est totalement dans cette place-là. Pour moi, c'est un profil qui est très intéressant, mais qui est immensément imparfait. C'est un profil avec des compromis quand même assez grands. En fait, il a des flashs offensifs, surtout dans le tir. Il a un bon tir à mi-distance. À quel point est-ce qu'il va pouvoir monter à 3 points? Pas sur un gros volume. Ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est un joueur très mobile, très athlétique, qui joue la bataille des positions d'une superbe manière. C'est un très bon défenseur, je pense, à terme. Et moi, j'aime beaucoup son association potentielle aux Spurs, parce que c'est un joueur de pick and roll, c'est un joueur qui apporte un peu de spacing, et surtout un joueur qui va pouvoir toujours garder cette défense, cette bataille des possessions aux côtés ou derrière Victor ou avec Cornet. Et en fait, c'est un joueur que tu vas pouvoir rapidement mettre en place dans ce système Spurs qui, autour de 15-16 minutes, va pouvoir être efficace assez rapidement quand même. Il est bon sur le profil par rapport à ce que les Spurs. Je suis un peu moins convaincu par contre sur la timeline. Les Spurs ont besoin maintenant de gagner tout de suite et je pense que c'est Sénac qu'il a besoin de. Enfin, pour lui, je pense que ce serait mieux de tomber dans une franchise qui lui laisse du temps, qui lui laisse 2-3 ans pour développer un peu. Pic 21 à 25, on commence à rentrer dans les grosses équipes. Même si là encore. Alors je crois que 25 d'ailleurs de mémoire, vous regarderez sur l'article, mais il y a eu un trade, je crois, à 25. De base, c'était les Lakers qui l'avaient. Je crois que c'est un trade pour 2 seconds tours. Faut regarder dans l'article, Vince vous mettra le détail. Mais juste là, donc si vous voyez une différence, c'est lié à un trade qui aurait été fait. Je sais plus si c'est le pic 25 ou 27 qui a été trade. Donc on commence avec en 21, pardon. On commence avec en 21
Cameron Kerr, sur lequel on va faire un petit focus juste après, puisque c'est le dernier focus que tu voulais qu'on fasse. Vous avez ensuite Daylin Swain qui part au Philadelphia Sixers. Daylin Swain qui était le chouchou de Jasper, donc vous pouvez écouter le profil détaillé. Jasper d'ailleurs qui a perdu son compte Twitter, qui est tellement Ouais. dégoûté qu'il veut pas le refaire, mais Jasper est toujours dans le coin quand même. Et on espère qu'on va le revoir assez vite. Isaiah Evans en 23e pour aller à Atlanta. Evans qui est haut dans certains pics d'ailleurs. Okori qui monte fortement et qui irait Onyx. Okori qui d'ailleurs je crois est le chouchou de Baptiste, il me semble. Ouais, un de ses chouchous, ouais. Ouais, oui, un de ses chouchous, c'est le bon terme. Et Henry Vensar de North Carolina qui irait aux Celtics, c'est effectivement dans la réalité des pics le 25e normalement aux Lakers. Et donc c'est pour ça que là vous le voyez côté Celtics. Est-ce que avant qu'on fasse notre détail sur Cameron Kerr, il y a un joueur sur lequel tu as envie de dire un mot ou est-ce qu'on va directement sur Cameron Kerr? Moi, j'adore Isaiah Evans. C'est un de mes chouchous, pour le coup, personnel de la draft. Je crois que je l'ai en 18, quelque chose comme ça. Parce que c'est un joueur c'est un des meilleurs shooters de la draft, malgré le fait que ses pourcentages n'aient pas toujours été bons. Mais pour moi, il a un toucher de balle à 3 points qui est assez génial. C'était un créateur de balles, un créateur de ballon à l'étage high school. Pour moi, c'est un joueur tout à fait NBA 2026 qui va, surtout s'il arrive dans une franchise où il y a un vrai besoin de spacing et où tout le reste est bien en place comme Atlanta, pour moi, ça peut être assez génial. Isaiah Evans, en fait, peu importe, une des 5 franchises qu'on voit là, Isaiah Evans où il tombe, c'est parfait. Sachant que je crois que Jasper, vous avez fait un focus aussi sur Isaiah Evans. Donc si vous écoutez l'épisode sur Jasper, je pense qu'on va vous mettre tous les épisodes dans la description. Vous aurez du détail sur Isaiah Evans. Alors du coup, on a ton dernier focus sur un profil un peu étonnant. Moi, je suis étonné de le voir aussi bas, mais il est souvent bas quand même dans les mocks. Cameron Kerr, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il passera pas, il descendra pas aussi bas. On va dire tout à l'heure, on parlait du combine avec Morris Johnson, le meilleur joueur du combine 2026, Cameron Carr. Il a été tellement fort que, ils hésitaient au moment où après les tests individuels, ils hésitaient à lui faire des matchs. Parce qu'on sait que les top prospects, ceux qui partent loterie, ils font pas les matchs du combine. Ouais. Cameron Carr a été invité pour faire les matchs, ils ont hésité. Il a fait un match, il a mis 35 points, il a défoncé tout le monde, ils lui ont dit d'arrêter. Bon, bah, Ok. c'était le meilleur joueur, tête et épaule du combine. Pour moi, ce qui est trop cool, c'est qu'on est vraiment sur la définition du fit parfait à Détroit, pour le coup. Comment décrire Cameron Carr en 2 Moi, particules, on va dire? je l'ai vu dans pas mal de mocks. Je l'ai vu dans pas mal de mocks aux Hornets. Bah ouais, Justement en 14e, parce que le profil de Burris pourrait partir plus haut et du coup de le voir aux Hornets. tout à fait. Bah, en fait, comment tu peux décrire, Cameron Carr? Je pense que c'est l'athlète, le plus impressionnant de la draft, Ok. je pense, et qui tire à 40% à 3 points. Ouais. On va dire. Ce qui est assez étonnant avec, Cam Carr, c'est que, par le passé, en fait, il est déjà dans sa, 2e équipe en NCAA. Il a fait 3 ans en NCAA, sauf qu'en fait, ses 2 premières années à Tennessee, il joue pas. Il joue 4 minutes, 4 minutes, c'est la première saison et la 2e saison, il joue 4 matchs et après, il arrête de jouer parce qu'il s'entend pas du tout avec cette franchise. Il se blesse un peu et après il s'entend plus du tout avec le coach. Il part à Baylor et là, d'un coup, ça passe à 34 minutes par match et bon, bah, on est sur un des meilleurs joueurs de NCAA, de toute façon. Énorme efficacité. Bon, bah, forcément, quand il met beaucoup de dunks et que tu mets énormément de dunks au cercle, plus tu tires à 40% à 3 points, bon, bah, tu es à 62% au true shooting, en fait. Bon, bah, une efficacité, un mec qui est surathlétique, hyper long, capable de mettre dedans à 3 points. Ce qui est hyper étonnant, c'est que Baylor, c'était un bordel cette année, aucun meneur. Les gars qui créaient le jeu, c'était lui et Tunde Yesufu qui retourne à la draft, qui retourne, pardon, à l'école, du côté de St. John's, je crois. Mhm. Mais du coup, bah, c'était lui qui créait beaucoup d'actions malgré le fait que c'était pas son rôle à la base. On l'a vu capable de créer du jeu, avoir un bon handle, faire un peu de passing. Et du coup, il y a même une partie de moi qui me dit: «Attends, mais est-ce qu'on n'est pas sur, au début, je me dis: «On est sur le role player parfait», tu sais? Hyper Mhm. athlétique, capable de défendre, même si on va y revenir, mais il y a des petits errements défensifs, qui met dedans à 3 points et qui en plus je me dis: «Attends, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à quelqu'un qui commence à avoir un peu de ballon, à avoir un peu de création? Est-ce que c'est Kawhi Leonard?» Tu vois? Je commence un peu à m'enflammer. Ok. Mais voilà, moi, c'est pour ça qu'il, pour moi, ne descendra pas en dessous de la loterie, quoi. Sur peut-être 2 éléments que tu as commencé à effleurer, sur lesquels on peut peut-être un peu approfondir. Le premier, c'est effectivement, en plus de ses qualités athlétiques sont dingues, et c'est une des plus belles wingspan de la draft. Il a Ah, 2 c'est un mètres albatros, 12, hein. 2 mètres 14, ouais, sur l'envergure pour un joueur d'un mètre 96, c'est vraiment génial. Pour autant, si j'ai bien compris, moi je l'ai peu vu, si j'ai bien compris,
C'est pas un joueur qui a montré spécialement de régularité en défense et la défense est pas plus rassurante que ça. Est-ce que effectivement, toi, tu trouves que la défense est pas plus rassurante que ça? Et est-ce que tu arrives à l'expliquer et à te dire: «Beh, ça va se régler» ou à l'inverse, ça devrait pas se régler? En fait, il y a quand tu le vois jouer, au début, tu te dis comme toi, putain le mec est super long, super athlétique. C'est Derrick Jones Jr. en fait. Sauf Mmh, qu'en fait, Derrick Jones Jr. il a des instincts défensifs qui sont quand même assez génial. Cameron Carr ne les a pas. Cameron Carr ne OK, les a pas. Pour moi, OK, Cameron Carr ne sera jamais le défenseur principal, au point d'attaque, d'une équipe NBA. Par contre, pour moi, il a tellement des outils défensifs monumentaux que à Baylor, honnêtement, c'est très, très mal coaché. Pour moi, il y a aucun monde où, avec un bon système défensif, ce mec-là n'est pas ultra positif tout de même, en OK, fait. C'est pas possible d'avoir autant d'outils et d'avoir autant d'errements sur toute une carrière NBA. Je pense que pendant les 3 premiers mois, pardon, de sa carrière NBA, on va avoir 2-3 articles qui vont partir de son coaching staff en lui disant, en gros, «Il se fout de nous, si tu veux voir le terrain, tu vas devoir défendre». Et en fait, je pense qu'on va commencer à avoir un vrai produit défensif au fur et à mesure. Mais ce mec-là, finalement, c'est fou, mais faut qu'il apprenne à jouer au basket. Mais il faut qu'il apprenne à jouer au basket collectivement. C'est-à-dire OK. qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui a beaucoup de capacités d'isolation, un joueur qui est capable de monter au-dessus de tout le monde, un joueur qui est capable de pull-up. Le mec tire à 40 avec beaucoup de pull-up et avec aucune création autour de lui. Donc on voit qu'il y a un vrai talent et un vrai, toucher de balle, malgré que, bon, bah, le mec, il se faisait passer en défense alors que tu as pas le droit quand tu as un corps parfait comme ça. Et tu as pas le droit d'être aussi pauvre défensivement off ball à la manière de Jaylen Brown. Jaylen Brown, quand tu le vois jouer défensivement, même si tout le monde le prend pour un bon défenseur, off ball, c'est une catastrophe, Jaylen Brown, parce qu'il comprend pas, en fait. Et il y a un Mmh. peu de ça avec Cameron Carr. Donc, à quel point est-ce qu'il est capable de devenir positif là-dessus? Faut qu'il tombe sur un très bon coaching staff défensif. Pas quelque chose que je partage énormément du côté de Détroit, du coaching staff, en tout cas. JB Bickerstaff, il m'a jamais transporté sur la création d'une défense, en tout cas. Pourtant, les Pistons ont peut-être la meilleure défense de la ligue, mais ils ont Ouais. les profils qui vont avec, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais Ouais, c'est pas justement, tu vois, c'est pas Osar Thompson. Osar Thompson a des instincts défensifs ouais. monumentaux. Mmh. Cameron Carr, il est dans l'étage en dessous, quoi. D'accord. Et donc l'autre point, parce que tu parlais d'un profil de connecteur, ou voire même de créateur. Moi, je regardais rapidement, il a quand même un ratio pass turnover qui est quand même pas bon du tout. Mmh. Tu dis qu'il a besoin d'apprendre à jouer au basket. Est-ce que là encore, ça tu dans cette lignée-là? C'est-à-dire, c'est un créateur très imparfait? Ou est-ce que tu es sur un pour toi, c'est pas un créateur, tout simplement? Parce qu'on sait que les Pistons, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est d'un deuxième porteur de balle. D'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs là sur Tyler Herro. Ils ont besoin d'un deuxième porteur de balle. Est-ce que pour toi, il peut rentrer là-dedans ou à l'inverse, il ça part de trop loin? Moi, pour moi, le pourcentage, on va dire, un peu, qui devienne un créateur, c'est quoi? Il y a, 20 de chances qu'il devienne un Ouais, créateur et d'accord, OK. 80 de chances qu'il reste ce qu'il est. Mais 20 de chances qui est déjà très cool, en fait. Parce que tu te dis: «Bon, bah, mon plancher, c'est quand même un joueur, NBA hyper sérieux et il y a un monde où tu peux un peu gratter». Mais, pour moi, il a quand même, en fait, c'est un créateur, occasionnel, Ouais. parce que là, on l'a forcé à le faire et ce qui a forcément entraîné beaucoup de déchets. Mais dans un système NBA où on va lui demander d'être un peu ce créateur, on va dire tertiaire et surtout d'être un finisseur et donc créateur occasionnel, situationnel, là pour moi, il y a quand même beaucoup à gratter parce que cette année lui a fait énormément de bien. Le fait d'avoir beaucoup de déchets, bah, ça lui a quand même créé beaucoup d'occasions justement à se parfaire dans Il cette faut des occasion-là répétitions. Mmh. et ça, c'est quand même très cool. Donc évidemment que je crois pas en Kawhi Leonard, sinon je l'aurais 4e, tu vois? Ouais. Mais il a suffisamment montré de trucs intéressants pour que tu te dises: «Ça peut être un peu ton créateur tertiaire», un truc un peu intéressant au niveau occasionnel, quoi. C'est un steady shooter ou c'est un tireur qui peut sortir des écrans, Parce que Non, aujourd'hui dans ce qu'ont les Pistons, ils ont des bons shooters, mais qui sont tous des très mauvais défenseurs. Enfin, moi je trouve que Duncan Robinson n'est pas un si mauvais défenseur que ça, mais je suis c'est d'accord. des bons défenseurs collectifs, mais c'est des joueurs ciblables. Est-ce que lui, à l'inverse, c'est un joueur qui peut sortir des écrans ou est-ce que c'est un steady shooter? Non, pour moi, il a une vraie capacité à shooter en mouvement. En fait, à partir du moment où tu as ce toucher de balle et cette capacité à être athlétique et gainé, c'est très intéressant parce qu'il a une fluidité corporelle, on va dire. Il comprend bien son corps et du coup, il a une fluidité corporelle qui lui permet d'avoir son tir qui est tout le temps en place, en fait, qui ne bouge jamais, que ce soit à OK. mi-distance ou en sortie des écrans. Après, tu as comparé ça à Duncan Robinson. Duncan Robinson, c'est un des 3 meilleurs shooters en mouvement de l'histoire de la ligue. Ouais, ouais, Donc ouais. il en est loin, hein. Mais tu vois, tu as parlé de Tyler Herro tout à l'heure. Tyler Herro, c'est un profil qui est capable de justement de créer du tir en sortie d'écran, et cetera. Cameron Carr, pour moi, il en est capable. Il en est capable. Ça ne sera sûrement qu'un finisseur de top, top niveau en NBA, mais un finisseur.
mais malgré tout, du coup, tu as quand même beaucoup de choses à Bah, gratter. ouais, c'est très intéressant, ouais. Et dernier élément, les Pistons, c'est une équipe qui joue beaucoup la transition. Du coup, est-ce que lui aussi, c'est un joueur, qui est capable d'alimenter de la transition? Parce que tu as les capacités physiques, tu as le decision making en transition aussi qui est très important, ou pas? Bah, à partir du moment où, de toute façon, tu as un animal athlétique, tu vois, tout à l'heure, je parlais de Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr., c'est son endroit favori, en fait, la transition Mmh. et évidemment que son handle est pas parfait, mais en fait, à partir du moment où tu arrives à plus on le lancera lancer et plus on créera de l'action pour lui, plus Cameron Carr sera efficace. Donc avec des joueurs de transition comme, Daisy Jenkins, Cade Cunningham, Oscar Thompson et cetera, ce mec-là va se régaler. Parce qu'il a une capacité à toucher ses zones et une capacité à aller au cercle hyper rapidement, qui fait que la transition reste son élément principal. Pour moi, plus tu arriveras à jouer rapidement et à le toucher le plus tôt possible, plus ce mec-là sera intéressant. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'association avec les Pistons. Là où, par exemple, je peux moins, on va dire, l'apprécier avec un jeu comme, Nick Nurse Mmh. à Philadelphie, par exemple. Donc il y a un peu de ça. OK. OK, super intéressant. C'est un joueur dont on n'avait pas parlé en plus, je crois, donc ça permet d'avoir plus de détails sur lui. Flo, ce que je te propose, c'est qu'on termine le premier tour. On va pas vous montrer le deuxième tour. Le deuxième tour, normalement, vous devriez l'avoir sur l'article, mais faut-il encore que les que les responsables des comptes répondent pour qu'on puisse, avoir le deuxième tour, parce que je crois qu'il manque quelques pics. En 26e, les Denver Nuggets récupéraient Joshua Jefferson, d'Iowa State. En 27e, les Lakers iraient chercher le Serbe, Swigo, qui est un pivot, dont moi Alors je trouve. il est italien, Il est pas serbe, pardon, autant pour moi. non, il est italien et surtout il se présente pas à la draft. Il va à Villanova l'année prochaine. Donc Ah d'accord, donc c'est ça a été dû être pick un peu avant et donc du coup, ça peut pas être c'est le dernier à s'être retiré, ouais. ouais d'accord, donc bon, c'est pour cette raison-là, on n'a pas refait derrière vu que c'était déjà donné, mais donc on dira pas de précision sur lui. Je m'excuse par contre pour m'être trompé de nationalité. On a, Christian Andersen qui a été longtemps, assez haut, hein, dans les pics, Mmh. Christian Andersen, qui est d'ailleurs assez bas, hein, 28e, C'est un enfin peu moi je bas, ouais. comprends pourquoi il est 28e, mais c'est assez bas par rapport aux différentes points qu'il peut avoir. C'est ça. Heu, Bah, ouais. c'est le principal problème reste, la taille. Ouais, il est trop On va petit, dire ce ouais, qu'il est. il est beaucoup C'est trop un petit. 6'0", 6'1" à peine. Mais tout à l'heure, on parlait de tir élite. Là, on en a un. On Ouais, en a un. ouais, la question que je me pose avec lui, c'est que je pense qu'il finit par descendre parce que le tir est élite, mais à cette taille-là, faut sans doute plus que élite en fait. C'est Tu ça. y vas que si c'est générationnel. Et d'ailleurs, je pense que l'expérience Rob Dillingham ne lui fait pas du bien d'ailleurs sur ce genre de profil, sachant que Rob Dillingham avait en plus probablement un premier pas qui était meilleur que le sien, Oui. qui aide pas non plus. En pick 29 pour aller aux Cavs, on a le joueur Reed Junior. J'ai mangé son prénom. Est-ce que tu te rappelles de son? Taris Paris Reed. Reed Junior qui sort d'une très très grosse saison, lui aussi de son côté, vu qu'il est arrivé en finale NCAA, même champion. Il est champion. Non, Taris Reed Jr.? Non. Bah non, non, c'est 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 Michigan finaliste. qui est champion Oui, pardon, c'est et il est finaliste. Ouais. finaliste. Il est finaliste. Et le dernier, c'est Dolaria, qui est un joueur sur lequel est-ce que toi tu as des informations sur l'espagnol, le meneur espagnol? Ouais, Sergio Di Laria, c'est le dernier joueur que j'ai scouté de l'année. Donc Sergio Di Laria qui c'est étonnant parce que moi ça fait des années que je suis un peu bas sur lui parce qu'il était petit. Mais il a Il grandi grandit de dingue, lui, non? Il a grandi de dingue cette année, donc meneur, on va Ouais. dire remplaçant de Valence, qui est l'équipe surprise d'Euroleague cette année, qui fait les playoffs d'une magnifique manière. Sergio Del Rea, un meneur de 6x. Bon bah déjà à un moment Ouais. donné, moi c'est le Bah dernier joueur surtout, que j'ai. surtout sur un meneur qui, c'est 6'6" en ayant été petit. Donc normalement, quand tu es petit, tu développes des contre-moves au fait d'être petit et le fait de grandir, bon, tu peux avoir un temps d'adaptation sur le contrôle de ton corps qui fait que tu as besoin d'un petit peu de temps. Mais ça peut être encourageant, même à l'inverse, d'avoir Ah grandi c'est d'un coup, ça. hein. Ouais. Moi, ce qui est génial, pour moi, c'est le créateur élite caché de la draft, en fait, on va dire, puisque Mhm. en fait, il était en Espagne, il a grandi dernièrement, et finalement, bon, bah, niveau Euroleague, remplaçant, puis il jouait 19 minutes, mais qui est quand même très cool pour un joueur de 20 ans. Mais pour moi, tu as un créateur de 2 mètres, il a une envergure de 6'9", donc à peu près 2 mètres 8, 2 mètres 9. Il a un toucher de balle qui est génial, que plus de 40% à 3 points. Il a un passing qui est absolument génial. Le côté négatif, c'est on va dire, il a une incapacité à absorber les chocs et Ouais. à toucher la raquette à répétition, ce qui fait que bon bah au bout d'un moment en fait t'as un scoreur qui est pas optimal. Donc bon bah il a beau être un superbe passeur, s'il est pas dangereux balle en main, c'est pour ça qu'il va sûrement être pris au-delà de la 20e place. Mais moi je mets ma pièce dessus pour être un peu, ça se trouve dans 5 ans, tu un meneur titulaire qui prend un nombre de ballons incalculable et on sait que la Ball a toujours eu des problèmes à toucher la raquette. Est-ce que ce mec-là est pas dans ce même mood? Il y a un monde où, ça peut être intéressant, hein. Mais je crois qu'en plus, il me semble, alors moi, je regarde un peu l'Euroleague, il me semble que
qu'au bout d'un moment, il y a des réflexions qui ont été faites sur sa défense, qui était finalement pas si mal que ça, parce qu'il y avait un peu de protection de cercle malgré tout. Mmh. Qui c'est un très bon rebondeur aussi. C'est un joueur qui a un vrai sens du jeu et en tout cas, les Espagnols misent beaucoup sur lui hein, d'ailleurs, hein, sur le développement des prochaines années pour être le meneur de l'équipe nationale. Bah, ce Euh, qui était difficile, c'est que tu avais Jean Montero à son poste, qui est un joueur il y a des rumeurs sur quoi il aurait pu partir en NCAA l'année prochaine. Bon, yes. le mec est All Euroleague First Team. Tu as Branco Badio qui est un défenseur monumental. Bon, bah, du coup, il se retrouvait parfois un peu à être la troisième roue du carrosse. Mais il y a une bonne tête de style quand même. Bah écoute, Flo, on a terminé ce premier tour. C'est peut-être, non, juste dernière question. De la Real, du coup, tu l'as plus haut parce que tu as l'air d'être très enthousiaste. Ou est-ce que tu l'as aussi en 30? Non, moi je l'ai tac tac tac, je l'ai 20e, tu vois? Ok, Parce que j'adore, les porteurs de balles comme vous avez pu le voir, mais à un moment ouais. donné, je trouve que c'est les profils les plus rares et les plus intéressants et un porteur de balle aussi grand, Et on a vu quand même que la cote de Reed est pas mal montée durant la March Madness, qu'il a fait une très bonne March c'est Madness ça. de mémoire. Est-ce que toi tu l'as plus haut, Taris Reed, ou est-ce que t'es bien autour de là? C'est un joueur mature, on est plutôt sur un joueur prêt, il doit avoir 22, Mmh. 23 ans. Mais c'est un joueur dominant, hein, UConn, hein, pour le coup. C'est un joueur dominant, mais je suis un peu moi je l'ai en 34, donc un peu plus bas que ça, mais Ok. je suis un peu plus bas parce que c'est quand même, évidemment quand en fait, c'est les profils NCAA, scoreurs avec un énorme volume où je pense qu'il aura il ça va être difficile pour lui de retranscrire le même volume au niveau NBA, surtout qu'il aura beaucoup moins de ballons et donc ça va être pour lui plus difficile d'y faire sa place. Par contre, ce Ouais. qui est intéressant, c'est qu'il a un niveau défensif qui est tout à fait intéressant et je pense il a une bonne tête de, 4e, 5e rotation intérieure d'une bonne équipe NBA, capable de jouer, 5-10 minutes. Ça, il y a pas de problème. Au-delà, j'ai déjà un peu plus de mal. T'as un peu plus de mal. Bon, écoute, on a fait un bon tour là. On a pu bien présenter tous les éléments. Est-ce que bon, déjà, ce qui serait intéressant, c'est de voir en commentaire ce que vous pensez de cette draft-là. Peut-être qu'il y a des joueurs sur lesquels vous avez envie d'avoir plus de précision. Une fois de plus, on vous dit, vous avez beaucoup plus de détails dans l'article. Là, ce qu'on a voulu surtout faire, c'était focus sur les 5 joueurs. En fait, un peu de la même façon qu'on a fait les 5 joueurs de Matt, les 5 joueurs de Paul, les 5 joueurs de Jasper. Bah, c'était de faire les 5 joueurs aussi de Flo pour que vous puissiez les avoir. Est-ce que Flo, il y a un dernier mot sur un joueur pas évoqué, pas présent dans le top 30, sur lequel tu as envie de dire quelque chose, ou est-ce qu'on s'arrête là parce qu'on a fait déjà un bon tour? Oh, pas tellement parce qu'en fait, finalement, en fait, le top 30 est assez, on va dire, est assez le même, pour pas mal de monde. Comme on le disait tout à l'heure, la profondeur est belle, mais, tu vois, le seul joueur, moi, que là, dont on n'a pas pa le joueur dont on n'a pas parlé et que j'ai le plus haut, c'est en 26e, c'est Milik Thomas, qui est le coéquipier de Darius Safeyev à Arkansas. Mais en fait, tu vois, quand tu vois que le seul joueur qu'on n'a pas parlé, c'est le 26e, c'est quand même on Ouais. a fait quand même un bon tour, je pense. Et on n'a On a pas de une bonne Français. cohérence. Et ben écoute, Et on n'a pas de et on n'a Français. pas de Et ça, c'est Français. terrible. On a des Français qui se présentent à la draft cette année. Il me semble qu'il y en a un, mais j'ai un petit doute. Et là, on en a pas. Non, on en a pas. Non, on Et n'en a on a pas. un Ok. joueur qui joue en championnat de France, mais on n'a pas de Français. C'est qui le joueur qui joue au championnat de France? C'est Mohamed Hani, je crois. Je dois me tromper de 2 ou 3 lettres, qui jouait au SLUC Nancy. Ok. Ok, très bien. Bon, on regardera s'il arrive quand même à faire quelque chose. Bon, on espère que cet épisode vous aura plu. On va pas le faire traîner plus, parce que vous avez déjà une bonne heure et demie d'écoute pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. C'était toujours un plaisir de pouvoir vous présenter ça. Bon, probablement qu'on va vous refaire des épisodes une fois que la draft va être sortie. Et puis, on fera des épisodes évidemment sur la free agency. Là, on est un peu comme des dingues quand même sur le trade de Yanis, qui a l'air de quand même être assez proche. Parce que c'est quand même le genre de trade comme il y en a une fois tous les 3-4 ans. Enfin, quoique maintenant, ça arrive plus souvent qu'avant. De Mais bon, moins en moins. Ouais, ouais, de moins en moins. Il y a quand même eu au final Lucas l'année dernière. Mais bon, on verra. En tout cas, on va suivre ça. En tout cas, restez connectés. J'espère que ça vous a intéressé. Et mettez un petit like aussi si vous avez envie de soutenir ce type de contenu. Et puis, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!